Amis, une fois de plus, merci d'être là. Depuis 3 mois, nous entretenons cette communication qui est partie d'un cas personnel. Aujourd'hui, je ne voudrais plus trop m'appesantir sur mon cas personnel, pour raison toute simple. Je ne suis pas le plus malheureux des 30 millions de Camerounais. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance dans notre pays, et ceci depuis 40 ans. Pourquoi depuis 40 ans? Parce que depuis 40 ans, s'est arrêtée la construction du rêve camerounais. À l'époque, il y avait, comme le rêve américain, il y avait un rêve camerounais. Il était porté par qui? Il était porté par les pères fondateurs de notre pays, qui avaient décidé de l'industrialiser. Vous voyez, quand vous alliez dans chaque contrée du Cameroun, il y avait des petites industries. Donc, on était vraiment parti sur quelque chose qui promettait, où les Camerounais étaient des gens prospères. On allait à l'étranger que dans l'idée d'aller acquérir les savoirs pointus pour venir les transformer en opportunités dans notre pays. Après, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé qu'il y a eu cette transition qui a fait qu'on parte de la première République à la deuxième avec le président Biya. Et je crois aujourd'hui détenir à quelques éléments pouvant permettre aux uns aux autres de comprendre. C'est qu'en fait, au sorti des indépendances, qui se sont négocier sur quelque chose d'assez sournois. C'est-à-dire qu'on avait permis aux pères fondateurs du Cameroun d'arriver au pouvoir, même s'ils n'avaient pas du tout le profil, parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir étaient plutôt le profil de collaborateurs, pas les nationalistes qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Tous ceux-là ont été tués. Ernest Ouandié, Félix Moumié, Ruben Oumi-Aubert, et tous les autres, ils ont tous été tués. Donc ceux qui aspiraient vraiment à ce que le Cameroun soit un pays autonome, indépendant, et puis bon, de manière très très sournoise et vicieuse, on a donné les clés du pays à ceux qui à l'époque étaient plutôt avec les Blancs, qui étaient dans la collaboration. Vous imaginez un peu la France occupée à l'époque, que le pouvoir ne revienne pas aux gaullistes, qui ont lancé le vaste mouvement de résistance, mais qui reviennent plutôt aux pétainistes, donc les gens qui avaient trahi. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre de notre pays. Ceux qui ont hérité du pouvoir sont ceux qui n'ont pas lutté pour l'avoir. Au contraire, sont ceux qui supportaient les colons à l'époque contre leurs frères nationalistes qui se battaient pour que le Cameroun soit libéré. Donc il y a déjà ce qu'on appelle une faute originelle. La faute originelle, c'est celle-là. Donc, maintenant, il se trouve que le président du Cameroun à l'époque s'appelait Amadou Ahidjo. C'est un Peul, c'est des gens qui sont réputés pour leur culture, c'est des gens qui sont très fiers d'eux, qui sont portés sur une espèce d'authenticité, si on peut appeler ça comme ça. Donc, au bout d'un moment, il a pu jouer le jeu. Alors qu'on lui avait dit, bon voilà, toi, tu vas t'enrichir avec ta famille, tes amis et du gouvernement, on va vous laisser vous enrichir, mais aucun développement pour le Cameroun, parce que c'est pas ça notre agenda. Déjà, la décolonisation a été le fait des Américains. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, eux-mêmes, ils sont une nation constituée, donc ils ne peuvent pas être des soutiens des colonisateurs. Donc, ils ont poussé, fort des résultats de la Deuxième Guerre mondiale, donc le 1945, les Alliés gagnent, il y a le fameux plan Marshall, donc l'Amérique a une forte prégnance sur de ces différents pays européens qui sont pour la plupart les pays dont sont issus les colonisateurs. Et donc, il est question qu'ils mettent la pression au niveau des Nations Unies pour que tous les pays qui sont colonisés soient libérés. Donc, nous, dans notre cas, et il faut le dire vraiment sans mettre les organes, c'est-à-dire que apprenons à dépassionner nos débats. C'est très important. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à pouvoir avoir des échanges apaisés, ou Evelyne, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ce que vous dites, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, mais vous pouvez me le laisser dire et m'apporter des arguments contraires sans avoir besoin de m'insulter, et vice-versa. Donc, il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Donc, je reviens au sujet. Au moment donc où ces Américains décident qu'il faut pousser à la décolonisation, il se passe que nous, on est sous protectorat français. Donc, le Cameroun est sous protectorat français. Et les Français, vraiment, ils n'avaient pas prévu de partir. C'est comment on va abandonner une terre avec autant de richesses, c'est juste pas possible. Mais comme le grand frère américain qui vient de nous aider à nous libérer et qui a un fort pouvoir sur nous
le veut et insiste, bon, on va quand même partir. Et donc, ils ont imaginé un stratagème. C'était quoi le stratagème? C'était comment partir tout en restant. Et donc, il fallait pour ça inventer une élite docile qui soit leur affidée et surtout se battre pour neutraliser tout ce qui, les Camerounais, montraient une certaine aspiration à l'autonomie. Donc, les Oumiobe et compagnie, il fallait tous les liquider pour que justement que le Cameroun n'aille pas vers une certaine émergence, vers une autonomisation en tout cas. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc les Aïdjo, ils font partir de ce deal-là. Le deal de on vous laisse les clés du pays, mais surtout vous ne faites rien bouger, on va vous laisser vous enrichir, vous et vos familles. Ce qui se passe donc, c'est que on revient maintenant sur le fait culturel. Aïdjo, lui, est un Peul. Il vient d'un milieu où on a une certaine fierté et tout. Donc au bout d'un moment, il se dit, mais non, moi je suis Camerounais, il est hors de question que je sois président et que je serve les intérêts d'ailleurs. Donc je vais servir les intérêts de mon pays. Et donc il a commencé à désobéir. Et l'une de ces désobéissances était, parmi ses nombreux voyages, il a quand même été accueilli à l'époque par le président Kennedy aux États-Unis. Donc quand il allait en voyage et qu'il voyait une belle œuvre quelque part, il avait à cœur qu'on vienne reproduire cette œuvre aussi au Cameroun, ce qui ne faisait pas partie du plan. En tout cas, c'est pas ce que les Français lui avaient demandé de faire. Les Français lui ont demandé de rester tranquille, rien ne doit bouger. Le Cameroun, on va venir, on va prendre la matière première et puis ça s'arrête là. Donc Aïdjo a commencé à désobéir, il a commencé à construire le Cameroun, ça fait qu'au bout d'un moment on a dit, bon ce type-là il est gênant, il s'écarte du plan, donc il faut le virer. On l'a viré, et donc on nous a fait venir la Deuxième République, et le malentendu part de là, parce que la Deuxième République n'est pas arrivée dans le sens de perpétuer le travail d'autodétermination du Cameroun qui avait été commencé par Aïdjo. Non, c'était venir faire la rupture avec, on va appeler ça entre guillemets la têtutesse d'Aïdjo, pour revenir sur le plan d'origine qui était rien ne doit bouger. C'est un pays où nous on viendra prendre les matières premières, pas de développement possible. Parce que s'il y a du développement, eh ben, les matières premières du pays serviront avant tout au développement du pays, au lieu d'être affectées en France ou je sais pas moi, ou ailleurs. Et donc en 82, le président Biya est arrivé, il avait dit une phrase qui est passée sur la tête de beaucoup de gens, mais qui veut dire beaucoup de choses. Il a dit, il était sur le perron de l'Élysée, à côté de François Mitterrand, il avait dit, oui, je suis le meilleur élève. Pour beaucoup de gens, c'est passé comme ça, mais pour ceux qui le connaissent, qui savent que c'est quelqu'un qui est porté en quelque sorte sur la spiritualité, c'est pas un type qui parle en l'air. Donc ça voulait dire quoi cette phrase? Ça voulait dire, bon, je suis celui qui fait le mieux ce qu'on m'a demandé de faire. C'est à partir de ce moment que le Cameroun a commencé à plonger, où on a assisté au sabotage de tous les projets. Ça veut dire que tout ce que vous voyez au Cameroun commencer et ne jamais finir. Vous voyez une autoroute, on vous dit que la réalisation c'est en 3-4 ans, et puis pendant 10 ans, on est toujours là, on tourne, vous voyez, ça n'avance pas. Les gens croient que c'est le hasard, ou c'est juste qu'on a un leadership qui est mièvre, ou qui sont des petits bandits. Non, ça fait partie du plan. Si on met une autoroute en place immédiatement et qu'au bout de 3 ans, elle est réalisée, qu'elle commence à tourner, ça crée du trafic et tout, mais on va vers le développement, ce qui n'est pas le souhait. En tout cas, ce qui n'est pas le plan d'origine. Donc il y a un sabotage du développement du Cameroun, qui a fait quoi? Qui a fait qu'on arrive au stade où il fallait frustrer les plus performants, puisque quand on est dans un système de kakistocratie comme celui-là, c'est-à-dire la promotion des médiocres, on fait la promotion des médiocres parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'il faut frustrer tous ceux qui ont la capacité, par leur génie personnel, d'apporter des solutions au pays. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à promouvoir les médiocres pour créer des frustrations chez ceux qui ont le génie, du talent, afin que ces derniers partent. Donc, on a assisté au plus formidable exode humain, de ressources humaines camerounaises ces 40 dernières années, les gens qui sont partis. Parce que quand vous êtes Lionel Messi, quand vous êtes Cristiano Ronaldo, que vous êtes bon, vous savez que vous êtes fort, et puis on vous prend, on vous met au banc de touche et on fait jouer des joueurs de seconde zone devant vous. Au bout d'un moment, votre génie, affamé de victoire, finit par se mourir. Et donc ceux qui ne veulent pas mourir, qu'est-ce qu'ils font? Dernier barreau d'honneur, et bien ils s'en vont ailleurs, où ils peuvent être reconnus. Donc la saignée qu'on a pu voir au niveau de nos ressources humaines camerounaises a été programmée, elle est volontaire jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, regardez par exemple, on a quasiment les mêmes au gouvernement depuis X temps. Pourtant, ces derniers ne se sont pas distingués par un talent particulier. Alors pourquoi on garde les médiocres? Vous pensez que c'est le hasard? Ce n'est pas le hasard. On garde les médiocres pour une raison simple, c'est que ça colle au plan d'origine. Le Cameroun ne doit pas bouger, avec la complicité, bien entendu, des nôtres. C'est ce qui s'est passé.
Sauf que il s'est trouvé que moi, dans les années 2007 et tout, je me suis retrouvé un peu dans le sillage de Nicolas Sarkozy à l'époque. Moi, ce qui m'intéressait dans l'histoire, c'est la rupture de la France-Afrique. J'adore ce mot-là. Je me suis dit, bon, allez, enfin, on va avoir des interlocuteurs avec qui on peut parler. Parler pour leur dire que non, à l'époque où vous avez mis votre système en place, votre plan, on n'était pas 30 millions de Camerounais, on était à peine 2-3 millions. Donc ça ne peut pas poursuivre, ça ne peut pas continuer aujourd'hui. Il faut trouver un autre moyen, mais on ne peut pas continuer à laisser des millions de gens, notre jeunesse, finir dans le ventre des requins de la Méditerranée, pendant que chez vous, vous la coulez douce. Donc si un président qui tient le discours de rupture de la France-Afrique, c'est un type qui est fréquentable, il faut discuter avec lui. Donc on a commencé à travailler, sauf qu'il s'est trouvé que très vite, et c'est même venu du côté africain, parce que c'est le président Bongo à l'époque qui avait saboté en faisant liquider Jean-Marie Bockel, qui était chargé de la coopération et chargé notamment de faire évoluer la relation. Et donc on est sur un statu quo. Statu quo qui crée tout ce que vous voyez là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent, qui doivent travailler pour construire le pays. En réalité, ce sont des agents au service d'intérêts étrangers. Et à ce titre-là, ils ne sont pas les amis de Camerounais. Donc c'est vos frères camerounais, mais ce n'est pas vos frères. Et pour bien vérifier qu'ils ne vont pas être tentés de ne pas faire ce qu'on leur a demandé de faire, eh bien, ils ont été verrouillés en les enrôlant dans ce qu'on appelle les sociétés de pensée. Hein, pour parler de manière sexy, les sociétés de pensée, c'est tout ce que vous avez, tous ces sectes et compagnies auxquelles ils sont obligés de faire allégeance pour avoir droit au chapitre. Et là-bas, dans la secte, qu'est-ce qu'on leur enseigne? On leur enseigne que, bon non, la priorité, c'est votre frère de la secte et pas vos frères de famille et tout. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, ils ne peuvent pas vous donner quelque chose de bon cœur. C'est difficile qu'ils le fassent parce que même s'ils le font, et parce qu'ils se sont perdus, ils sont oubliés un moment, et quand les autres l'apprennent, on va leur rappeler, mais non, toi tu l'as donné, il n'est pas avec nous. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai été victime de ça. Nous, on est un peu comme des cheveux dans la soupe, hein. C'est-à-dire qu'on arrive, et puis par la force des choses, mais c'est pas vraiment la force des choses. C'est qu'il y a un ordre cosmique profond qui régit la marche de notre pays. Nous avons nos ancêtres qui sont là, qui regardent ce qui se passe, qui ne sont pas toujours d'accord. Et donc parfois, ils mettent le grain de sable qui va faire dérailler un peu toute leur machine. Et donc voilà, vous ne pouvez rien obtenir au Cameroun, vous n'avez pas fait allégeance. Aujourd'hui, ils ont poussé d'ailleurs le truc très loin, en faisant certains mélanges avec la magie noire, qui fait que, voilà, quand je dis magie noire, c'est sans mauvais jeu de mots, hein, donc la magie qui fait appel au bas astral, tout ce qui est sombre. Et donc, aujourd'hui, ben, ce qui se passe, c'est que dans notre pays, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que, parce qu'il faut bien comprendre le contexte. Et quand vous vous entendez dire ici, non, il faut passer par un soulèvement, mais on sait ce qui se passe en profondeur. Vous ne pouvez pas changer 40 ans de privilèges, de jouissance, parce qu'au-delà même des privilèges, il y a la notion de jouissance. Vous avez des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui, quand ils étaient jeunes, n'avaient jamais interpellé une jeune femme dans la rue pour lui compter fleurette, en comptant sur leurs atouts. Et donc, la première fois dans leur vie qu'ils se retrouvent être le centre d'intérêt de femmes et tout, c'est quand ils sont assis à des postes de responsabilité et tout, qu'ils ont obtenu de manière indue. Ces gens-là, vous ne viendrez jamais leur dire « Nous comptons sur votre bonne foi pour que vous débarrassiez le plancher parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Nous, on va prendre les affaires et on va se servir des procédures, des processus démocratiques. » Jamais ces gens n'abandonnent. Mettez-vous ça une fois dans la tête. Nous avons à la tête de notre pays des gens qui ont été castés pour leur capacité à pouvoir respecter le plan. Et le plan, c'est que rien ne bouge. C'est ce que vous voyez là. Pourquoi pensez-vous que le même projet qui commence au même moment en Côte d'Ivoire, il va finir, il va s'achever en Côte d'Ivoire, et au Cameroun, on en parlera. Moi, je suis venu au Cameroun. J'ai vu pendant combien d'années on a construit l'autoroute Yaoundé-Simalène. J'ai vu. Regardez Yaoundé-Douala. Les mêmes travaux ont été commencés ailleurs, c'est fini depuis longtemps. Ça veut dire que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont même jusqu'à payer parfois des gens. C'est-à-dire que quand vous allez voir que bon, l'autoroute progressait, elle arrivait à Obala, et puis il y a comme par hasard, il y a eu un soulèvement des populations là-bas pour dire que non, on n'est pas d'accord, il faut qu'on soit dédommagé, on ne veut pas que l'autoroute... Tout ça est instrumentalisé. C'est-à-dire que ça fait partie du plan.
d'accord, on va instrumentaliser les gens, allez, vous faites ça, et puis quand vous faites ça, on a 3-4 ans de blocage, on n'avance pas, et donc on a un frein au développement. Est-ce que ce système doit continuer? Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que même nos frères qui jouent ce jeu, en réalité, sont des otages. C'est des gens qui doivent être libérés. Ils sont des otages comme leur créateur, comment on appelle ça, leur fabricant. Hein, j'entendais quelqu'un dire qu'il est la créature du président Biya. Il a excellé dans ce domaine. Hein, c'est-à-dire que s'il a un génie, le président Biya, c'est la manœuvre politicienne, c'est la politique politicienne, comment manœuvrer. Vraiment, il a mis tout son talent de sa vie dans ça. Et donc, il a créé un système où aujourd'hui, il est tellement parfait que lui-même, il est finalement dans le truc. Il ne sait plus comment en sortir. Il prend des coups à gauche, à droite. Et donc, il est dans la situation actuelle. La situation actuelle qui est la tentative de contrôle du pouvoir par une frange minoritaire de gens qui n'ont pas plus de mérite que ça. Hein. Les Ferdinand Ngongo et compagnie, tous ces gens-là. Donc, il se retrouve là, le vieux de son côté. Je crois que dans le plan, il n'avait pas pensé qu'il arriverait au stade où il n'aurait plus toute sa grande vigueur pour pouvoir continuer à manœuvrer les choses et qu'il arriverait dans une position, il y aura une dépossession de ses moyens, de ses propres moyens, et donc il sera finalement piloté par des gens qu'il a fabriqués. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà la situation globale dans laquelle le pays est. Moi je vous la fais vraiment court, hein, pour que les gens comprennent très bien. Nous n'avons pas à la tête de notre pays, des gens qui sont là pour créer des solutions afin que nous avancions collectivement. Nous avons là des gens qui sont pour travailler au service d'un plan qui remonte aux indépendances, qui était donc à la sortie de la colonisation des indépendances, qui était vous êtes là, vous mangez, vous vous enrichissez, mais rien ne bouge parce que le Cameroun, c'est un endroit où on va venir pour prendre les matières premières pour développer nos pays. C'est ça le plan. Et c'est tous et pour bien vérifier que personne ne va sortir de ça, ils ont été aussi verrouillés sur le plan ésotérique en leur faisant intégrer des pseudo-ordres de pensée, mouvements de pensée qui en réalité pour moi c'est de la gnognotte. Je vous expliquerai ça une autre fois parce que vous savez, en matière de spiritualité, il n'y a pas de spiritualité plus forte que la spiritualité africaine. Il faut simplement qu'elle soit réveillée. Et l'homme qui vous parle est le petit-fils de toute une longue lignée de Mbomba. Vous savez, chez nous, c'est tellement pur l'histoire du pouvoir que vous ne pouvez pas aspirer à être dépositaire de ce pouvoir si vous êtes sale. Bon, mon grand-père, il est rentré de la Deuxième Guerre mondiale, il devait prendre le sac du pouvoir, mais au titre qu'il avait fait la guerre, il n'a pas pu prendre. Oui, on a dit non, tu as la saleté dans les mains, tu ne peux pas toucher au pouvoir. Donc, quand je vous parle là, je vous en parle avec une vraie connaissance. Donc, il y a un ordre cosmique profond dans notre pays, aujourd'hui, qui ne veut plus ce qui est en train de se passer. Et c'est cet ordre cosmique qui fait tout ce que vous voyez là, où les gens se réveillent, où on atteint le point culminant des tueries. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ceux que vous voyez tous les jours. Zogo, il aurait pu être une victime dont personne ne parlerait aujourd'hui s'ils avaient décidé d'être moins arrogants. Mais en réalité, dans la mort de Zogo, il y avait un message de terreur. Il faut faire planer la psychose. Alors ces gens-là, il faut leur montrer qu'on est cruel. Comme ça, ils vont tous être chacun le doigt sur la petite couture du pantalon. À partir du moment où ils ont tous le doigt sur la petite couture du pantalon, personne ne va bouger. Et donc, nous, on va réussir ce qu'on a à faire. Donc, d'où la cruauté. Mais il y a plein de gens comme Zogo qui sont assassinés tous les jours dans notre pays sans que personne ne soit au courant et tout. C'est fait de manière très, très propre avec la bonne ingénierie qu'il faut. Donc, aujourd'hui est très tentaculaire parce que vous voyez, comme par hasard, du jour au lendemain, on a entendu émerger un discours « Oh, il faut absolument s'inscrire sur les listes électorales. Vraiment, c'est le truc qui est vital. Vraiment, même si vous n'avez pas mangé, la priorité, avant toute chose, inscrivez-vous sur la liste électorale. » Alors, méfiez-vous du Cameroun, les amis. C'est-à-dire que quelque chose n'apparaît pas comme ça dans ce pays s'il n'a pas la bénédiction des autorités du pays. Vous savez, je connais des gens brillants, méritants, qui sont arrivés au Cameroun, qui ont fait des demandes de légalisation de partis politiques qui ne leur ont jamais été accordés. Entre-temps, je vous parle de 2019. De 2019 à 2024, là, je crois qu'il y a déjà 4 fois qu'on a légalisé les partis. Et les gens à qui on donne les partis, c'est des gens que personne ne connaît et qui vont avoir les récépissés de légalisation et vous n'entendrez jamais qu'ils sont en train d'être opérationnels quelque part. Mais ceux qui peuvent réellement
à apporter quelque chose, on ne leur donne pas. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que rien n'émerge au Cameroun sans avoir la bénédiction des autorités en haut. Et si cela a la bénédiction des autorités d'en haut, c'est quoi leur intérêt? Il faut toujours se poser cette question. C'est quoi l'intérêt des gens d'en haut de donner leur bénédiction à des opérations comme celle-là du jour au lendemain? Non, tout le monde doit avoir une carte d'électeur. Personnellement, c'est un devoir citoyen de voter, donc d'avoir sa carte d'électeur. Personnellement, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne dans l'histoire, c'est cette autre manipulation à laquelle nous sommes en train d'assister. C'est-à-dire que dans la continuité du coup d'état scientifique. Mais je mets ça de côté sur cette histoire de oui, il faut qu'on aille vers une transition démocratique. Il y a eu une élection au Tchad le week-end dernier. Succès Masra, qui était le Premier ministre, il a fait la même chose, appelé les Tchadiens à se mobiliser, s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et là, moi j'ai reçu certains résultats, hein, des résultats que j'ai reçus de toutes les façons dans la ville de Djamena. C'est des résultats bulletins, comment on dit ça, bureau de vote, voilà, bureau de vote par bureau de vote. Et tout, beaucoup de ces résultats ne sont pas du tout en accord avec les résultats finaux qu'on a entendus. Et ils disaient, ben non, voilà, il faut que vous enregistrez massivement, après vous allez défendre votre vote. Bon, qu'est-ce que ça donnait? Je veux bien que les gens répondent, ceux qui disent que, voilà, on peut y arriver de cette manière, on peut battre le système, faire changer le Cameroun, amener les gens qui sont là à dire, bon voilà, vous avez été plus fort, vous avez gagné aux élections, donc nous on va rentrer au village et tout. Donc, qu'est-ce que ça a donné? On a un cas comme celui-là. Est-ce que Mahamat Déby ne va pas repartir là pour être président? Est-ce qu'il a réellement gagné? S'il faut regarder sans vouloir faire une ingérence dans les affaires internes de ce pays, parce que ce n'est pas du tout notre vocation, mais qu'est-ce qu'on a fait? Les gens vous citent des exemples. Oh, le Sénégal est une démocratie. Il n'y aurait jamais eu Sonko et Faye au pouvoir aujourd'hui s'il n'y avait pas, ça n'avait pas été précédé par une insurrection populaire. Quand je dis insurrection populaire, je dis que le peuple doit prendre ses responsabilités. Et sachez que on n'arrive à rien sans des sacrifices, sans des grands sacrifices. Parce que vous voyez bien, moi j'ai croisé des gens dans des avions qui m'ont dit non, nous on est cabinet conseil, on vient de Londres, on est en train de travailler pour le 3e mandat de Macky Sall. Je vous le dis, on travaille pour le 3e mandat de Macky Sall. Donc il y a des gens qui travaillent déjà 2 ans auparavant pour que le bonhomme... Vous pensez que Macky Sall serait aujourd'hui ancien président du Sénégal s'il n'y avait pas eu le peuple sénégalais qui était sorti pour dire non, on ne veut pas de ça? Jamais. Donc les gens croient que la transition qu'il y a eu au Sénégal, c'est une transition démocratique, mais pas du tout. La transition qu'on a vécue au Sénégal est une transition qui est le fruit d'une insurrection populaire. Les gens ne se seraient pas levés il y a plusieurs mois à rebours pour dire jamais nous n'accepterons ça. Jamais on acceptera que Macky se représente. Jamais on acceptera de lâcher Ousmane Sonko. Si le peuple sénégalais ne s'était pas soulevé pour dire non à ça, mais rassurez-vous, Sonko et Faye seraient en prison aujourd'hui. Macky Sall serait président du Sénégal. C'est pour vous dire que quand on parle de situation insurrectionnelle, moi il y a un truc que j'ai toujours trouvé amusant. Vous avez des gens qui subissent des coupures d'électricité, des injustices, des arrestations arbitraires. Ils ne disent mot. Donc ils n'ont pas d'énergie pour dénoncer ça. Et la seule fois où vous les voyez mobiliser leur énergie, c'est pour venir insulter des gens comme nous qui dénonçons l'état de notre société, ce dont ils sont victimes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est-à-dire qu'ils sont là, on coupe le courant, vous les trouvez là, les boustiques à Douala, ils font la fête. Oh, tel bonhomme, pour avoir le moins de service, vous devez aller vous aligner dans un service pendant toute une journée et tout. Toutes les atrocités dont sont victimes les Camerounais au quotidien, et que personne ne vienne nous sortir des arguments du type oui vous êtes là-bas et tout. Moi j'ai vécu au Cameroun, hein. J'ai vécu au Cameroun, et ceux dont je parle aujourd'hui, j'en parlais étant au Cameroun. Ne jugez pas les gens juste parce que vous les voyez dans un direct un jour. Allez sur YouTube, vous tapez Morgan Palmer, vous allez voir que tout ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est les choses que j'ai dit depuis des années. Je n'étais peut-être pas écouté par le même auditoire, mais je le dis depuis des années.
qu'on ne peut pas s'en sortir en restant, et je le disais, étant au Cameroun. Donc c'est pas une histoire de qu'il est à Paris ou il est à Moscou, donc comme il est à Moscou, bon, il est au calme là-bas, donc il peut nous dire non, je l'ai dit étant au Cameroun. Tout ce que je dis là, aujourd'hui, j'ai posé des actions étant sur place au Cameroun. Pourquoi? Parce que je pense que ma vie, elle vaut rien du tout si le bien commun que nos ancêtres nous ont laissé est menacé d'extinction. Tout le monde doit se mobiliser. Et moi, ma part, c'est celle-là. C'est de me mobiliser de cette manière, dans un premier temps. Il ne faut pas penser que c'est rien. Il ne faut pas penser que c'est rien. Vous ne savez pas ce que nous courons comme risque. Et les fatwas qui sont mis sur nos têtes, et les poisons qui sont commandés, dans mon cas d'ailleurs, pour faire un petit clin d'œil à ma situation commandée de Russie qui coûte un bras, avec mobilisation de la diaspora, tous les agents dans la diaspora, c'est à qui va l'empoisonner le plus rapidement et qui on va avoir de l'argent. Mais donc ça, il y a un prix à payer pour toutes ces mobilisations, pour tout ce que nous faisons comme travail et tout. Donc il ne faut pas penser que c'est une posture facile de s'asseoir, de s'exposer, de renoncer à certaines affaires. Oui, parce que nous renonçons à certaines affaires du fait de prendre publiquement position pour dire non à un système qui est inique. Oui, parce que ce système est inique. Le vieux, en 40 ans, a travaillé à faire quoi? À faire des manœuvres politiques. En 40 ans, il n'a jamais travaillé à créer le développement au Cameroun. Même l'histoire de, oui, il nous a apporté la démocratie, il nous a apporté, ça a participé du plan. Comment créer des troubles dans une société? Est-ce qu'il y a plus facile que de libéraliser l'accès de la parole à des gens qui n'ont pas droit au chapitre pour créer est-ce qu'il y a plus facile que ça pour jeter le trouble dans une société? Nous sommes dans ça aujourd'hui. Vous venez dans une société où les gens savent à peine écrire leur nom et vous leur dites non, tout le monde a droit de parler. Hein, allez-y, parlez. Ça devient quoi? Ça devient un grand brouhaha. Chacun jacasse. Est-ce qu'ils utilisent la parole pour dire la vérité et la vertu? Non. Donc ça n'a aucune valeur ajoutée pour un pays. Donc même l'histoire de je vous ai apporté la démocratie, la liberté d'expression, ça participait du plan de destruction du Cameroun, en tout cas de son immobilisme. Comment on fait pour que ces gens n'avancent pas? Allez, amenons-leur des concepts qui sont trop supérieurs à eux, du type démocratie, alors qu'ils n'en sont pas encore là, et laissons-les dedans. Disons démocratie, liberté d'expression, ils vont commencer à parler. Ils mettront tellement de temps à parler qu'ils n'auront jamais le temps de construire le pays, et ils ne se rendront même pas compte des choses qu'on vient leur barboter à gauche à droite. C'est dans ça qu'on est. Donc même ça, on ne peut pas considérer que c'est quelque chose de positif que le président Biya a amené au Cameroun. Ça, je préfère vous le dire. Je vous le dis, pourtant, je ne vous ai pas caché des liens anciens qui étaient les nôtres. Mais moi, je suis de l'école de la vérité. Je suis désolé, les gars. Vous êtes ma mère, vous êtes mon père. Si vous faites des choses qui ne sont pas bien, vous ne m'aurez jamais comme complice. Ah ça, il faut que les choses soient très claires. Et c'est à ce niveau que je veux faire appel à mes frères Bamileke du MRC. Oui, je dis bien Bami du MRC. Je pose mes mots, je pèse mes mots parce que je ne parle pas gratuitement. Il y a quelque chose que j'observe dans le pays. Voilà un peuple, le peuple Bamileke du Cameroun, qui s'est illustré par un vrai dynamisme. Et je vous en parle parce que j'ai un témoignage qui est quasiment de l'ordre des ancêtres. Moi, mes ancêtres ont fait le maquis et je sais qui étaient leurs alliés pendant ce maquis. Donc, on a des gens qui sont des formidables nationalistes, des formidables patriotes, qui travaillent, la culture du travail. Pour savoir s'ils travaillent, faites un tour à l'ouest du Cameroun. 5 heures du matin, quand vous sortez pour partir après un week-end et tout, vous voyez qui? Vous voyez les gens sortir dans le noir, des petits bosquets, ils ont chacun où? Ils sont en train d'aller au champ, 5 heures du matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui sont plutôt habités par une espèce de mystique du travail, de volonté d'avancer et tout. Et elle se traduit par quoi? Elle se traduit par le formidable pôle économique, d'excellence économique qu'ils ont pu construire chez eux. Très très bien. Bon, aujourd'hui, nous on fait partir des rares voix qui se sont élevées à l'époque pour dire que non, il ne faut pas que, parce que nous avons nos querelles internes au niveau du Cameroun, au lieu d'imiter les autres qui travaillent, en nous mettant nous aussi au travail, de commencer à dire qu'on va casser leur dynamique, en faisant quoi? En demandant aux grossistes, donc à ceux qui sont leurs grossistes, de venir s'installer au Cameroun pour leur mener une concurrence déloyale. Mais ça a été fait. Et quand ça a été fait,
Pour mes frères qui écoutent là, nos frères bamileke, ça a été fait avec qui? Vous pensez que c'est le pouvoir des sudistes ou des machins qui a fait ça? Non, c'est le pouvoir camerounais, avec toutes ses composantes. Ça veut dire qu'il y avait vos propres frères de tribus, de propres frères ethniques qui étaient là, qui ont vu ça se faire, qui ont vu les Chinois venir progressivement entrer au Cameroun. Donc les gens qui vous livraient des marchandises, venir au Cameroun, entrer pour commencer à vous concurrencer parce que c'était une volonté politique. Alors vos frères qui sont dans le système, est-ce qu'ils ont condamné ça? Non, ils n'ont pas condamné ça. Alors moi je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je suis fatigué de voir que chaque fois que quelqu'un va venir dire un truc dans le sens d'apporter plutôt une amélioration à la qualité du débat, qu'on ait droit à quoi? À des replis identitaires, des replis ethniques. Je vous ai dit ici que vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun. Et quand je dis, je veux dire, tous les Camerounais ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Si vous connaissiez l'histoire du Cameroun, vraiment personne ne parlerait d'ethnie au Cameroun. Parce qu'on est tous un. Je vous ai raconté l'histoire d'Oumiobe aux Nations Unies. Qui a payé le billet d'avion pour qu'Oumiobe aux Nations Unies? Ce sont des chefs bamileke. Oumiobe était Bassa. C'est les chefs bamileke qui se sont réunis, qui ont trouvé de l'argent et ils ont dit, bon, vas-y, tu vas nous défendre. C'était nos ancêtres à l'époque. La culture bamileke est une culture qui sacralise quoi? Qui sacralise l'ancestralité. Alors si nos ancêtres se comportaient comme ça à l'époque, est-ce qu'ils ne doivent pas être des gens dont on s'inspire? D'où vient-il ce truc-là aujourd'hui où à peine vous avez ouvert la bouche sur un truc, c'est que vous êtes soupçonné d'être contre un tel ou contre un tel autre? Et il y a un autre problème dont on doit parler. L'autre problème dont on doit parler, c'est que moi, en 2019, si vous repartez sur ma page, prenez le temps souvent, pour ceux qui ont un peu de temps, allez lire des choses que j'écrivais depuis des années. Vous allez voir que beaucoup sont frappés d'actualité. C'est comme je parlais de ça en 2019, mais quand vous lisez aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est un sujet d'actualité. Et tout. Moi, je ne comprends pas que une communauté qui nous a bâti des formidables travailleurs, les Soeng, Fotso, Kadi de Fotso, que sais-je encore, les Goucheng et tous ces gens, que toutes ces formités, comment une telle communauté qui s'est construite comme ça autour d'une diversité dans le leadership peut aujourd'hui en être réduit dès qu'il s'agit de la question politique à se dire que non, notre destin ne peut dépendre que d'une seule personne. Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, surtout quand on sait, en termes de capacité, en termes de profil d'excellence, qui peut, moi je connais aujourd'hui, personnellement, moi je ne suis pas pour qu'arrive au pouvoir, après Biya, je ne suis pas pour qu'arrive au pouvoir un politique, un profil de politicien. Ça, vraiment, ça ne nous fera pas avancer. Regardez la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, c'est mon champion, je l'aime. J'ai beaucoup d'admiration, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup honoré, et je lui garderai toujours une reconnaissance éternelle. Mais, force est de dire que ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, en 2 mandats aujourd'hui, est juste exceptionnel. Et après Ouattara, on ne peut pas revenir sur des gouvernances de politique politicienne. On est obligé d'aller vers l'avant. Donc quand je fais une transposition avec le cas du Cameroun, vous pensez quoi? Qu'on va nous reprendre un politicien pur jus, on vient le mettre? Non, on a besoin aujourd'hui de développeurs de solutions. Je suis pour qu'on aille se mettre à genoux devant un type comme Séverin Kezeu, ou je ne sais pas moi quel autre formidable inventeur camerounais qui a fait ses preuves dans le monde, et pour lui dire, bon, chers frères, on s'est tous réunis et nous avons décidé à l'unanimité que tu es un produit qui peut valablement relever le défi du challenge qui nous appelle tous, la reconstruction du Cameroun. Viens avec nous, nous aider, tu vas être devant nous, on va être là derrière, on va travailler. Il nous faut aujourd'hui des bâtisseurs, des solutionneurs, pas des politiciens. Parce que les politiciens, on voit ce que ça nous a donné. On voit où ce que ça nous a amené aujourd'hui. Donc on ne serait pas du tout dans la révolution si, à l'après Paul Biya, eh bien, ce qu'on a en guise de leadership, ce sont qui? Ce sont les mêmes gens qui viennent, qui ont comme compréhension du pouvoir qu'on vient au pouvoir pour se servir et non servir. Non, on ne vient pas au pouvoir pour se servir. On vient au pouvoir pour servir afin que ce service rende des services à la grande majorité. Voyez, comment pouvez-vous expliquer qu'un pays comme le nôtre aujourd'hui, qui produit de la richesse, oui, on vend des matières premières et tout, qu'il n'y ait pas un système de redistribution de cette richesse qui profite à l'ensemble des citoyens. Qu'on ait l'ensemble du capital qui est capté entre des petites mains, et ce sont ces petites mains qui se le partagent entre eux. Résultat des courses, je suis en direct s'il vous plaît, résultat des courses,
eh bien, on a une grande majorité de gens dont leur sécurité sociale est déléguée aux individus. Se dire quoi? Ça veut dire que Madame Evina, vous êtes au Vésinet. Je sais le nombre de problèmes que vous devez régler tous les mois, ou je sais pas moi, tous les 2 mois. Dès qu'il y a un décès dans la famille, il faut que vous mobilisez pour acheter les cercueils, pour payer la morgue. Les enfants n'ont été sortis à l'école, c'est vous qui devez payer. Mais non, si on est un État organisé qui produit de la richesse, on devrait avoir des mécanismes de sécurité sociale pour permettre que chaque citoyen ait accès à une part de la richesse que nous produisons collectivement. Ce n'est pas la richesse de certains. Quand vous voyez des gens, une personne, 50 voitures dans son parking, mais lui il est quoi? Il est plus exceptionnel que qui? Hein? Il est un Camerounais comme tous les autres? Non, les 50 voitures en réalité, c'est l'argent qui devait être affecté à plusieurs personnes pour que ces gens-là ne soient pas dans la situation de dénuement, qu'on ne laisse personne au bord du chemin. Voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et on ne peut pas continuer avec un système comme ça. Il est obligé de s'arrêter, mais il ne s'arrêtera pas par de simples incantations, des mouvements de mode. Et là, je reviens à nos frères. Mais faites très attention. Vous représentez un vrai pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois, j'observe, je me dis, mais attends, ces gens-là, ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour le système en haut, ou réellement, ils sont habités, ou ils sont manipulés? Qu'est-ce qui se passe même en réalité? Ils travaillent pour qui? Vous ne pouvez pas représenter une force, parce que c'est la force économique de notre pays, il faut se le dire. Et ils ne sont pas force économique pour l'avoir usurpé. Ils sont force économique parce que c'est des travailleurs. C'est des gens qui ont su se prendre en charge parce qu'ils ne sont pas issus d'un pays différent que celui où nous tous nous vivons. Avec les mêmes inégalités qu'on a, mais ils ont fait quoi? Ils sont allés à leur résilience. On va travailler, on va créer de la richesse et tout pour aller à l'autodétermination. Donc vous ne pouvez pas être une force comme celle-là et dire que dès que vous embrassez le domaine de la politique, vous mouillez. Ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de sens. Pourquoi vous mouillez? Pourquoi vous retrouvez là aujourd'hui? Comment un tel lobby peut se retrouver à nous scander des slogans qui sont écrits depuis et tout dit? On va, inscrivez-vous sur les listes électorales. Moi, je vais vous dire ce qu'il y a derrière cette affaire. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. Et j'en profite pour régler définitivement une question que personne n'ose plus jamais venir m'associer à un camp ou à un autre. Vous savez, moi j'ai 30 ans de vie publique. En 30 ans de vie publique, vous ne m'avez jamais vu avoir le moindre poste au Cameroun. La moindre responsabilité, gagner le moindre argent au Cameroun. Bon, alors si en 30 ans, je n'ai pas été le camp dans tel ou tel camp, ce n'est pas à cet âge que je vais dans le camp de quelqu'un. Moi, je suis dans le camp de la vérité. Comment on fait pour s'en sortir collectivement? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens dont l'aboutissement de leur coup d'état scientifique, c'est de dire, allez, bon, on va sortir un slogan. Pourquoi? Parce que les services du Cameroun, ils ne travaillent pas pour le bien du pays, mais ils travaillent pour se maintenir au pouvoir. Ils sont très efficaces, hein, très très efficaces à ce niveau-là. Donc, ces derniers temps, courait le bruit que les gens sont à bout de souffle dans le pays. Tout le monde est fatigué, on n'en veut plus, et les Camerounais sont au point de rupture où ils sont prêts à prendre la rue, et descendre dans les rues pour que tout ça s'arrête. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait allumer un contre-feu. Et le contre-feu qu'on peut allumer, c'est lequel? C'est de sortir comme du chapeau, là. Oui, vous avez tel artiste qui va à tel truc. Ah non, est-ce que tu as ta carte électorale? Tu vas à tel... Mais ça sort d'où, cette histoire de carte électorale? Je vous ai parlé des cartes identiques qu'on a du mal à livrer aux gens ici. Mais du jour au lendemain, on est prêt à livrer les cartes électorales. Donc, ils ont sorti ça du chapeau. Pourquoi? Je vais vous expliquer, hein, pour que vous compreniez très bien le mécanisme. Parce que, l'histoire d'insurrection leur fait peur. Ils savent très bien que si demain, je vous dis bien, je ne vous parle pas de 10 000 Camerounais. Si 2 000 Camerounais se mettent demain et disent, bon non, ils s'asseyent juste quelque part, on ne casse rien, non, vraiment, on n'est pas d'accord. Ils savent que c'est le début de la fin du système. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Pour contrecarrer ça, ils essaient de donner l'impression qu'il y a un vrai espoir derrière la présidentielle de 2025. Et donc, pour ça, pour que cet espoir soit atteint, il faut que les gens s'inscrivent massivement. Mais en réalité, c'est l'aboutissement du coup d'état scientifique. Qu'est-ce qui va se passer? Cette campagne-là, elle est documentée. Ça passe dans les médias, on voit ça partout. Et des mallettes d'argent qui partent du Cameroun pour venir arroser les lobbies ici. Des lobbies qui servent d'arbitre. C'est-à-dire que quand le moment arrive et qu'il y a des crispations dans la société, ce sont ces lobbies qui arbitrent en disant à leurs médias, allez, relayez ça au maximum. Et puis, voilà les éléments de langage, il faut que ce pouvoir parte et tout. Et puis, le pouvoir tombe. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils procèdent toujours par anticipation. Si vous savez le nombre de mallettes d'argent qui vient du Cameroun pour l'Europe,
dans des jets privés pour aller alimenter tel réseau, tel autre réseau, tel réseau, pour que le moment venu, que les gars se tiennent en situation de neutralité du genre, bon ouais, bon, il y a eu l'élection, nous prenons acte du résultat de l'élection, nous notons surtout une formidable mobilisation autour de cette élection. Jamais dans l'histoire du Cameroun, il y a eu autant de gens, mais le verdict des urnes a dit que bon, c'est Ferdinand Ngongo qui est le vainqueur, donc voilà, nous on va s'en tenir, on ne veut pas faire de l'ingérence dans le... C'est ce qui est en train de se préparer. Vous avez quelle maîtrise de l'appareil électoral du Cameroun pour dire que vous allez revendiquer un vote? Si vous ne pouvez pas vous mobiliser pour dire qu'on n'est pas d'accord de ne pas avoir d'électricité, d'eau, vous pensez que c'est à ce moment-là que vous trouverez le courage, vous pouvez venir dire aux gens que non, non, vous avez volé notre vote. Vous avez dit qui va vous entendre. Ce sera une première. Ça a été dit en 2018. Qu'est-ce que ça a donné? Parce que apparemment chez nous, on n'a pas de mémoire. On oublie très rapidement. En 2018, dès que le hold-up, parce que le hold-up, c'est d'accepter d'aller déjà aux élections dans un système qui est vicié. Vous allez aux élections alors que le système est vicié, ça veut dire que vous avez accepté les règles de l'entrée de jeu, et par la suite, qu'est-ce que les lobbies à l'international vont vous opposer? Ils vont vous opposer que ben, vous avez participé en connaissance des règles, et donc voilà, et puisque ces lobbies sont alimentés financièrement, oui, c'est ce qui se passe. Quand ils vous disent ça, vous allez faire quoi? Leurs médias ne vont pas relayer vos contestations, à la limite même dire que tout va bien, on va vous tuer en milliers là-bas, ce ne sera pas relayé à l'international, et donc l'affaire est pliée. L'affaire est pliée. Donc, je ne sais pas si c'est de la naïveté, la mobilisation que je vois, ou si c'est de la manipulation, mais si vraiment c'est le cas, je dis que c'est une grosse trahison pour nos ancêtres. Parce que vous ne pouvez pas être descendant d'un peuple qui a payé le prix le plus fort dans les guerres d'indépendance de notre pays. On a versé du napalm dans certaines zones. Voyez, les ancêtres sont là, c'est encore frais, ce n'est même pas encore fini. Et tout. Aujourd'hui, vous le trouvez être complice parce qu'on a promis à un tel ou un tel un poste de Premier ministre et que par la suite, on va lui donner le pouvoir. Vous pouvez passer des deals avec des gens comme ça? Vous ne pouvez pas passer de deal avec des gens comme ça, ils n'ont aucune parole. Ils vont faire, c'est quoi? Dès qu'ils vont finir de vous utiliser, eh bien, ils vont vous neutraliser. Hein, on connaît, hein, je vous ai parlé, hein, c'est les champions des empoisonnements sournois. Hein, et donc, on va vous mettre un truc là et puis du jour au lendemain, vous n'êtes plus dans la course et tout. Donc, on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des élections, mais il faut qu'il y ait des élections aux conditions qui permettent réellement que la volonté populaire puisse s'exprimer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que aller vers une élection dans le cadre actuel, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord faire ce qui s'est passé au Sénégal. Par exemple, je ne dis pas que c'est la seule chose qui peut être faite dans l'absolu, mais par exemple, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation, je vous jure, Macky Sall passait en force. Sonko et Diomaye Faye seraient toujours aujourd'hui enfermés. D'accord? Moi, je veux bien que les choses soient très très claires. Donc, Evelyne, je ne sais pas si vous êtes là, Evelyne Diomachua, parce que je ne vois pas en même temps que je parle. Si vous êtes là, je voudrais bien qu'on engage ce débat, parce que je veux qu'on comprenne un peu les uns et les autres, que ceux qui disent... Evelyne, vous êtes là? Je vois quelqu'un qui dit que le MRC n'est pas Bamileke. Je n'ai pas dit que le MRC était Bamileke. J'ai dit que je voulais parler à mes frères du MRC qui sont Bamileke. J'ai dit les Bamileke, je n'ai pas parlé d'une autre tribu. Mais je n'ai pas dit que l'ensemble du MRC est Bamileke. J'ai dit pourquoi à eux je voulais parler. Parce que je considère que c'est une entité. Le Cameroun, c'est une mosaïque de communautés qui cohabitent. Il faut aussi que ce truc-là, qu'on sorte des petits trucs... pensez qu'un mec de mon niveau regarde les gens par rapport à que tu viens de telle tribu ou tu viens de telle autre tribu. Moi, je fais des affaires avec des gens qui sont des quatre coins du monde. Je suis au téléphone parfois jusqu'à 4 heures du matin en fonction de là où je suis parce que je parle avec des gens qui sont à l'autre bout du monde que je ne connais même pas. Alors, je ne vais pas accepter des gens que je n'ai même jamais rencontrés pour être contre mes frères. Je vous mets au défi, hein. Quiconque ici, là, qui va venir nous parler de ces histoires de tribus, si vous êtes sûr même que vous connaissez notre culture mieux que moi qui vous parle. Hein? Moi, je suis un enfant qui a passé les premières années de sa vie à Tchon, centre climatique, je connais très bien, qui allait manger tous les week-ends à la chefferie Bafou et tout. Parce que mes parents, au titre de notre extraction familiale princière, il y avait une table. Hein? Donc, vous ne pouvez pas venir parler de tribalisme à des gens comme nous. Vous ne connaissez pas comment les familles sont faites en Afrique.
Hein, il faut vraiment que les gens se calment hein, avec l'histoire qui est racontée là aujourd'hui où personne ne peut plus parler. Et puis on vient lui dire, on vient lui brandir de tribalisme, t'es contre tel ou un tel. Vous connaissez pas l'histoire des gens. Il faut connaître l'histoire des gens avant de vouloir leur affubler tous ces trucs ridicules dont on entend parler. Alors, Raymond dit, ce que vous dites est déjà en cours de téléchargement, nous allons écraser le système de 42 ans. Alors, je comprends pas très bien. Bon, bref, je comprends pas très bien. Mais, alors, l'idéal serait que quoi? L'idéal serait que... en réalité, il faut créer des débats d'apaisement. Ceux qui veulent débattre, je peux les appeler, hein, je peux les appeler en direct. On fait un partage vidéo. Je sais que c'était pas prévu pour vous. Hein, beaucoup sont affalés dans les salons et ce serait peut-être pas sexy qu'on le voit comme ça. Ben s'il y en a qui sont chauds, eh ben ils peuvent faire signe. Je les appelle et puis on pousse cet échange-là de visu, quoi, qu'on essaie de parler. Il faut qu'on apprenne à se parler de manière très apaisée. Et qu'on arrête le petit truc là. Vous savez, on est dans un pays aujourd'hui où, dès qu'on voit deux personnes qui peuvent s'entendre, qui peuvent converger ensemble, il y a toujours, on va, telle personne qui va t'appeler, ouais, est-ce que tu le connais même bien? Tu sais que c'est telle ou telle chose, et puis on raconte un truc pour casser les dynamiques. Le système actuel n'a prospéré que de cette manière. Voilà, en divisant les Camerounais. Voilà, vous voyez, vous faites-vous votre propre expérience des gens. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte à côté, parce que je peux avoir une relation, une expérience négative avec quelqu'un, ça ne m'empêche pas d'avoir une relation, une expérience positive avec un autre. Donc il ne faut pas arrêter d'écouter ce que les gens vous racontent et tout. Il y a Martin, Patrice qui dit la majorité des blogueurs les plus suivis est dans le coup. Ils prennent l'argent pour relayer ces mains. Mais bien sûr que c'est ce qui se passe. Les gens de Yaoundé, du système en haut, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont compris qu'il y a un problème de famine généralisée. Et dès que la famine s'empare des ventres, les gens n'ont plus de conviction. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, beaucoup de ces blogueurs, à la base, c'était des gens qui étaient réellement habités par le combat. L'idée que non, il faut que le pays change. Mais petit à petit, ils ont été rejoints par les contingences de vie. Hein? Comment ils vivent, comment ils vont manger. Donc, ils ont été approchés. Ah non, mais tu fais de l'audience... avec ton audience, que de vivre comme un petit con, tu pourrais avoir un bien, te faire un petit bien. On a commencé on a créé de l'accoutumance chez eux, en leur donnant un peu d'argent pour taire telle chose. Au départ, c'était ça, il faut pas relayer telle chose. Nous, on a été victimes. Vous voyez bien qu'aucun de ces gars, vous ne verrez pas, à l'exception de M. Biemton, Michel Biemton, que je n'ai jamais rencontré. C'est-à-dire que il faut aussi souligner, quand les gens font des choses exceptionnelles, il faut le noter. C'est quelqu'un que je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais qui, du jour au lendemain, a diffusé, alors qu'il y avait, a repris des contenus de chez moi, alors qu'il y avait un mot d'ordre. Il y a un mot d'ordre qui est donné chez tous ces gens qui sont payés. Non, ce discours, il faut le marginaliser. Le seul problème, et qui est un vrai caillou dans la chaussette de ces gens, c'est que moi, je m'en fous d'être vu par 500 000 personnes. C'est pas mon sujet. Moi, si j'ai convaincu 2 Camerounais, pour moi, c'est bon. Et même pas convaincu, si j'ai passé l'information. Parce que convaincu, on ramène à l'ego, on pense qu'on est là pour l'ego. Non, on s'en fout. Moi, j'ai pacifié mon ego il y a très longtemps. Si j'ai passé l'information à 2 Camerounais, ça fait 2 Camerounais de plus qui sont au courant de trucs. Moi, ça me va. Mais il y a des gens, effectivement, qui sont payés pour soit taire des choses en fonction des intérêts, et pour d'autres, relayer même des trucs qui sont créés. Moi, j'ai entendu, on m'a envoyé cette vidéo la semaine dernière, un blogueur camerounais, un célèbre blogueur, dire que la pieuvre était contre le colonel Elundu Mesma. Mais franchement, les Blancs m'en sont tombés. Je me suis dit, il fait exprès ou il est dans la manip? Mais ce qui transparaissait quand même, c'était qu'on était dans de la pure manipulation. Mesma Elundu est le patron du service central de, je sais pas moi, des enquêtes du CED. Le CED, le patron du CED s'appelle Landry Galax Etoga. Et placé au CED par Ferdinand Ngongo. Vous pensez que l'un des postes les plus stratégiques de ce CED peut être occupé par quelqu'un qui n'est pas dans le système de celui qui a construit toute l'architecture? Mais les gens rigolent ou quoi? Et tout. Mais j'ai entendu un blogueur l'affirmer. Et je me suis dit, ah, ça, c'est forcément, il a été payé pour essayer de pouvoir créer de la diversion, pour vouloir créer de la confusion dans les esprits. Mais il n'y a que ça, en fait, au quotidien. Écoutez ce que les autres disent et vous vous rendrez compte dans quoi on est aujourd'hui.
Les mecs qui touchent de l'argent pour relayer des fausses informations, pour créer de la diversion, pour faire de la manipulation. Au point où parfois, des pauvres Camerounais de bonne foi, hein, qui sont habités par l'idée que les choses changent, quand ils entendent 10 000 versions qui ne comprennent pas les pauvres, ils sont là, ils disent, mais on ne sait même plus à quel saint se vouer. On ne sait plus à qui. Mais la preuve, je vous dis que je me suis levé un matin, j'ai commencé à communiquer, et j'ai entendu tout type de procès. Déjà, oui, il roule pour qui? Il faut nous dire, il est de quel camp. Vous vous rendez compte? On réduit tout un pays. On pense que tous les gens d'un pays, parce qu'il y a des gens qui sont pourris, tout le monde va être pourri. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Même dans un océan de ténèbres, il y a quand même quelques graines de lumière qui peuvent jaillir de temps à autre. Donc, moi, je trouve que c'est... alors, Raymond m'a dit, il me demande où est-ce que vous en êtes avec l'autre parti politique. Non, alors, il y a autre chose, Raymond, il faut qu'on se mette bien d'accord. Moi, je ne suis candidat à rien. Et je vous le dis, parce que nous sommes sur Internet, ça veut dire que tout ce qu'on déclare, demain, on peut nous opposer ça. Je ne suis candidat à rien du tout, je ne veux pas être président de la République, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis candidat qu'à une chose. Quelle partition on peut aider à jouer pour qu'advienne un nouveau Cameroun qui soit meilleur pour nous tous? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on peut être des animateurs de tendance, aller chercher, parce que moi je suis convaincu que nous avons parmi nos concitoyens, qu'on a partout dans le monde là, il y a des gens, parce que j'en vois, je vais à gauche, à droite, on me sort parfois un profil, ah voilà, il est du Cameroun comme vous, ah bon, vous regardez ce que le bonhomme fait, le bonhomme mobilise 1 milliard de dollars sur sa tête, avec des gens qui croient en lui, comme vous n'avez pas d'idée. Mais ce type-là, si vous apprenez, on apprend demain qu'il est président du Cameroun, mais vous imaginez le nombre de capitaux qu'il peut déplacer vers le pays, juste sur la simple base de sa crédibilité. La simple base de sa crédibilité. Et donc, pendant qu'on doit tous être là à dire c'est qui ces profils-là, aller les chercher pour les convaincre, parce que beaucoup de ces gens, ils ne viennent plus au Cameroun, pourquoi? Pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun, mais beaucoup ont été déçus. Beaucoup sont levés, ils sont venus faire des projets, ils ont été humiliés, parce que ça n'entrait pas dans le cadre du fameux plan dont je vous ai parlé au départ. Ils venaient apporter le développement, alors que ceux qui sont là, ils sont des gardiens pour qu'il n'y ait jamais de développement. Donc ils ont été déçus, humiliés devant leurs partenaires, ils sont partis du Cameroun, ils font des choses ailleurs. Moi je suis candidat à rien du tout, hein, mon cher Raymond. Donc quand je vous dis qu'il fera beau, c'est qu'on travaille sur d'autres dynamiques. On ne travaille pas sur des dynamiques où notre ego, moi vous ne me verrez pas candidat de quoi que ce soit, je suis candidat de rien du tout. Je suis candidat qu'à une seule chose, à voir comment, ensemble, nous pourrons amener le changement de notre pays. Mais il y a des gens beaucoup plus méritants. Moi, je ne suis pas un type qui aime déjà je ne suis pas fan du protocole. Hein. Moi, j'aime bien ma vie simple, être assis dans une ferme et tout, pêcher mon poisson, le manger au calme. Donc, les histoires de « oh, il faut être là, debout, pendant des heures, et pour aller attendre. » Non, c'est pas mon truc, franchement. Donc, je ne suis pas candidat à une présidence quelconque. Il faut que les choses soient très claires. Donc, ceux qui peut-être me voyaient avec la suspicion en se disant, bon non, il est en train de travailler parce qu'il veut être, non, moi je ne suis pas candidat. En revanche, je ne peux pas vous cacher qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées aujourd'hui parce qu'on ne peut pas laisser que ce pays continue comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a 3 petits cons qui sont là, à qui vous avez donné le pouvoir. Oui, c'est parce que vous avez montré au Ferdinand Ngongo qu'ils peuvent mettre les Camerounais au pas, que ces derniers ont pensé qu'ils sont des gens puissants. D'ailleurs, parlons de lui. Vous avez appris que cette semaine, il a été cité comme témoin dans le procès de M. Zogo Martinez. Et M. n'a pas daigné se présenter au tribunal militaire. Voilà. Les gens à qui on veut confier la République de demain. Des gens qui montrent clairement qu'ils n'ont rien à foutre des institutions de la République. Vous voyez, il n'est que quoi? Il n'est que un collaborateur du président de la République. Il montre déjà une telle morgue contre les institutions de l'État. Vous pensez quand il sera s'il est un jour, et ce que je ne crois pas du tout, s'il est un jour aux responsabilités, à la plus haute fonction, vous pensez qu'il aura davantage de l'intérêt, de la considération pour les institutions? Non, c'est la vieille école. L'école, c'est des bébés billards dont la doctrine, le mantra a toujours été que le pouvoir est à notre service. On n'est pas au pouvoir pour servir. La preuve, il s'accroche. Vous pensez que réellement, des gens qui travaillent, on voit comment les gens sont usés. Moi, j'ai vu Barack arriver au pouvoir aux États-Unis frais, tout frais et moulu. Il est reparti, les cheveux blancs remplis sur la tête, les rides, on fait une OPA sur le visage. Vous pensez que c'est quoi?
Le pouvoir, c'est pas un endroit où on se repose. Alors si vous voyez des gens qui s'attachent autant à l'idée d'être là, mais ça veut dire qu'ils sont pas au pouvoir pour travailler. Ils travaillent pas. Pour eux, c'est une sinécure. Ils sont au pouvoir pour jouir. Donc nous aujourd'hui, c'est pas ce profil de politique qu'il nous faut. Nous, on a besoin des performeurs, des gens qui viennent pour performer. Hein, vous voyez, c'est très important. Et il y a Martin qui dit que l'histoire du faux accident de Samy Ancé, oui, je vous jure que c'est ce qui se passe. Ils répandent des fausses informations. Ils entretiennent même des personnages dans la République qui sont là pour faire de la diversion. Parce que c'est la gouvernance qu'il y a eu depuis 40 ans, c'est une gouvernance de diversion. C'est-à-dire que bon, en l'absence de programme, avec cette vacuité d'offres et tout, qu'est-ce qu'ils font? Mais il faut bien tenir 7 ans, le temps d'un mandat. Donc on vous crée une affaire, et puis pim, tous les Camerounais s'excitent dessus. Entre-temps, ils oublient que ce type nous a dit que on était sur les grandes réalisations et tout. Elles sont où les réalisations? On ne les voit pas, puisque tout le monde est sur les trucs subsidiaires. Vous avez du jour au lendemain un tutu séduois qui apparaît et qui dit oui, non, je pense qu'il faut une transition et je me vois bien à la tête. Vous pensez qu'il parle de lui-même, ce type-là? Hein? Et RFI s'empresse de faire tourner tourner l'info. Non, c'est de la diversion, c'est la gouvernance par la diversion. C'est-à-dire qu'on vous crée des trucs, puisqu'on n'a rien de consistant. Il n'y a pas un projet qui est fini pour dire, bon voilà, on avait dit qu'on va faire une route, voilà, la route elle est finie, elle va générer un trafic d'1 million de voitures par jour, 1 million ça correspond à tant de millions, avec ces millions là, voilà ce qu'on va faire, on va mettre un peu dans les crèches, parce que toutes nos jeunes femmes mères là qui sont seules, abandonnées avec leurs enfants, elles ont le droit de travailler, elles ne doivent pas être coincées à la maison parce que il n'y a personne pour garder les enfants, donc une partie de l'argent du payage de ces routes va être affectée au financement des crèches publiques pour qu'elles puissent garder leurs enfants. Ils n'ont pas ces discours à vous tenir. Donc, en l'absence de ces discours, il faut bien qu'ils occupent d'une certaine manière. Et donc, parfois, on vous crée un truc, quand c'est pas sur le football, les sujets qui touchent à la passion, aux bas instincts, les gens ils s'excitent dessus, ils oublient que, voilà, on a des gens qui nous ont fait des promesses, et puis ces promesses, où est-ce qu'on en est? Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Aujourd'hui, le truc, c'est, ah non, vraiment, il faut que chacun ait sa carte de lecteur, mobilisez-vous, ça devient même un sujet qui est mis en scène. Ah, s'il vous plaît, c'est mise en scène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez un truc où... Moi, j'ai vu un truc sur Internet l'autre jour, je me suis dit, mais ils ont une vraie ingénierie sociale, ces mecs. Ils vous montrent un bonhomme qui est assis dans un bar et qui va avoir sa bière, et puis on lui dit, non, est-ce que tu as ta carte de lecteur si tu vas avoir la bière? Vous vous rendez compte jusqu'où il pousse le bouchon? Et ça passe crème. Pourquoi? Parce et en plus, les bières, là, le symbole de la bière. Quand on vous dira quel est le rôle des brasseries du Cameroun. Oh. Donc voilà, on est là, on en est à ça. Aujourd'hui, il y a la pure diversion entretenue de partout. Martin dit que, Patrice dit, si les gens ne sont pas habitués à aller revendiquer pour les prisonniers politiques, ils ne pourront jamais tenir dur contre le bir et camper dans les rues en masse. Non, Martin, c'est une question de décision. Hein. Vous savez, moi j'ai connu la famille Bongo au Gabon. Je ne pense pas qu'il y avait une famille plus solidement implantée que celle-là dans un pays africain. Le patron des services secrets au Gabon, c'était Frédéric Bongo, donc un fils du père, le président, le frère, et tout, mais malgré tout ça, vous voyez, aujourd'hui, on est allé vers des dynamiques. Ne soyez pas pessimistes, je vous promets qu'il fera beau au Cameroun, bientôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau, et pour comprendre ce que je vous dis, il faut interroger l'ordre cosmique profond de notre pays. Des gens qui ne sont pas mus par l'idée de l'intérêt collectif depuis 40 ans ne peuvent pas continuer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2025, on va refaire la même. Et vous voyez, dans les moments il a fallu avoir un gouvernement. Si je vous dis qui était les pressentis pour être au poste qui était le premier ministre de ce gouvernement, vous comprendrez mieux l'idée pour l'état scientifique avec cette histoire des élections dont je vous parle. Hein? Donc, on ne peut pas connaître l'ordre cosmique profond de notre pays et penser qu'après le président Biya, ça va continuer. Non, c'est pas possible. Et c'est ces gens-là qui n'ont pas notre rayonnement, que le rayonnement que leur procure de l'argent, du matériel, les métaux, hein, sont au niveau des métaux,
Ces gens-là, vous pensez que c'est des gens qui se projettent? Ils ne se projettent pas. Ils sont dans un rêve. Bon, c'est vrai qu'ils ont le droit de rêver, mais ils sont dans un rêve. Ça marchera pas comme ça. Il y a Emmanuel qui dit, l'armée représente quel pourcentage de la population? Les hommes de troupes ne vivent pas dans nos cas. Mais oui! Mais oui! Je vous promets que les gens ne connaissent pas la réalité de notre pays. Si vous connaissiez la réalité, vous comprendrez que le pouvoir le plus fragile, écoutez bien ce que je vous dis, le système le plus fragile que moi j'ai vu, je connais tous ces pays autour de nous, tous. Autant je vais vous dire, pour faire tomber militairement le pouvoir, ou alors par une insurrection populaire, le pouvoir au Congo-Brazzaville, c'est compliqué. Autant je peux vous dire que le Cameroun est comme une femme qui attend juste que quelqu'un vienne la posséder, c'est tout. Moi je vous dis, c'est trop facile. Parce que les plaintes dont vous nous entendez parler, quand vous m'entendez crier, je ne crie pas pour ma douleur à moi seul. Je crie pour les millions de douleurs qui me sont rapportées. On a des amis partout. On a des amis qui travaillent dans ce système. Vous pensez qu'on a des informations comment? Quand je vous dis qu'il y a un poison qui a été commandé, pour moi, vous pensez que j'ai ces informations comment? On a des amis qui sont à l'intérieur des systèmes. On sait, et on sait quelles sont leurs souffrances. Vous les voyez porter des valises d'argent pour le compte de ces gens-là. Ils ont fini de porter les valises, ils déposent dans les maisons et eux, ils rentrent. Ils arrivent, ils trouvent les enfants assis dans les maisons qui ne sont pas là à l'école parce que papa n'a pas d'argent. Vous pensez que ces gens-là, ils vont accepter de mourir pour eux? Mais vous connaissez mal ce qui se passe dans notre pays. Non. C'est pas ça, c'est pas ça. Je crois que vous vous trompez. Je vous promets que le fruit est mûr. Et pour que je me mette à découvert pour vous dire ça, comme je vous le dis, c'est parce que je sais ce qui se passe. Il y a la petite frange qui profite de cette situation. Elle ne représente même pas 0,01% de la population du Cameroun. Je vous ai dit les chiffres dernièrement. Le Cameroun, sur 30 millions d'habitants, il y a à peine 1 100 000 personnes qui ont un salaire toutes les fins de mois. 724 000 du secteur privé, 750 000 du secteur privé, 324 000 du secteur public avec l'armée. Ça veut dire que chacun de ces salariés doit faire vivre 30 personnes pour que le pays s'en sorte. Et toujours à l'esprit ces chiffres. Là, c'est très important pour ceux qui aiment les chiffres et encore plus leur symbolique. Si vous avez compris ce que veut dire la vraie symbolique profonde qu'il y a derrière ces chiffres, vous comprendrez que le Cameroun est un pays mûr. Il n'y a que vous qui ne savez pas que c'est à notre portée. Et je le comprends. Je le comprends. Parce que quand pendant 40 ans, on brime des gens, on leur met des idées reçues dans la tête, ils sont alimentés de stéréotypes, ils sont vampirisés par des moyens satanistes que nous connaissons. J'ai marqué un temps d'arrêt tout à l'heure sur les brasseries. Et tout, quand vous avez un peuple qui a vécu ça, mais c'est normal qu'au bout d'un moment, quand vous leur dites que vous pouvez vous libérer, qu'ils vous voient comme un magicien, qu'ils vous disent, mais ce mec-là, c'est qui? C'est un doux rêveur, c'est un dangereux illusionniste ou quoi? Non, je comprends parfaitement, mais je vous jure que c'est pas impossible. Alors, il y a quelqu'un qui dit, à défaut de tout ce que vous prenez, vous ne pensez pas que les inscriptions sur l'histoire soient à encourager? Bien sûr, je vous ai dit que dans l'absolu, voter, c'est le seul moyen démocratique qui permet d'avoir accès au pouvoir. Mais il faut que ce soit dans le cadre d'une élection dont le contrôle sera fait par le peuple. C'est pas une élection. Si vous allez... Bon, allez, qu'est-ce que ça va changer, par exemple, aujourd'hui? L'élection de 2025 avec le même code électoral. Quelle différence il y aura avec 2018 ou 2011 ou 2004 auparavant? Il n'y aura aucune différence. Ça veut dire que vous avez les mêmes Katsika, parlons comme ça, on va parler comme au Quat. Vous avez les mêmes Katsika qui sont là, et puis c'est eux qui disent en fin de journée, c'est elle qui a gagné. Et vous allez faire quoi? S'ils ont dit ça, c'est elle qui a gagné, vous allez faire quoi? Entre-temps, sachez qu'ils travaillent très bien, je viens de vous le dire. Entre-temps, tout le système est arrosé à l'international, tous les lobbies, parce que j'entends des gens parler. Si vous saviez qui était Paul Biya, vous comprendrez. C'est un type qui a tenu pendant autant d'années, pas parce qu'il est assis sur les petits ressorts camerounais. Non, il a son réseau à l'international. Des gens qui l'informent. Voyez, dès que les gens commencent à parler d'un truc ici à la diaspora, à peine vous avez parlé à 2 ou 3, puis vous savez pas, il y a déjà quelqu'un qui a pris un jet privé qui est arrivé à Yaoundé, et parfois il arrive
Même le directeur de cabinet, même le secrétaire général, personne n'est au courant de la vue de ce type-là. Il arrive, il vient, il parle à l'oreille du vieux. Dès qu'il a fini de parler à l'oreille du vieux, il prend sa petite mallette, il prend le prochain, le jet, le même jet, il repart à Paris. Voilà comment ce pouvoir, c'est un pouvoir qui est installé, mais sur un puissant réseau à l'international. Ils connaissent lire ce qui va se passer et tout. Donc, tout ça est fait avec une vraie expertise, une vraie science. C'est-à-dire que ça ne va pas se passer comme vous pensez, là. C'est que inscrivez-vous. Et puis, tout ça, eux-mêmes, ils créent le buzz, puisque ces influenceurs et compagnie et tout machin, ils ont des algorithmes, ils travaillent avec, de concert avec avec les sociétés qui nous produisent ces services-là. Donc, on relaie le message, il est vu de partout. Donc, tout le monde entier au courant que non, vraiment, il y a une vaste mobilisation pour les élections de 2025. Bon, alors, quand à l'issue de cette élection de 2025, que tout le monde entier a vu qu'il y avait une vaste mobilisation, on dit, le vainqueur c'est Ferdinand Ngongo, vous allez faire quoi? Au moins, vous voulez sortir. Vous n'êtes relayé par aucun des médias internationaux parce que les gars ont déjà été verrouillés par chacun son sac d'argent. Il a déjà acheté sa maison à Marrakech et tout. Donc, aucun journaliste va en parler et tout et tout. À la limite, on va tuer 2, 3, 4, 5 et puis les autres vont rester, ils vont se décourager et puis rien ne va se passer. Et puis, vous avez mis au pouvoir quoi? Vous avez mis au pouvoir des gars qui repartent pour 50 ans. Parce qu'il faut comprendre, c'est ça l'enjeu. Vous avez mis les gars au pouvoir qui repartent pour 50 ans parce que vous les avez vus avec des yeux de naïfs, que oui, non, on va le... Vous pouvez gagner. Vous avez demandé à des gens, je viens de vous dire là, les gens se battent pour quoi dans ce monde-ci? Ils se battent pour l'histoire des femmes. Beaucoup de combats que vous voyez là, c'est que bon, je vais être le plus beau. Un gars qui a jamais pu séduire une femme et qui se retrouve dans une situation aujourd'hui, il en a 3, 4 qui le courent après parce qu'il est secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Vous avez dit à un type comme ça que nous comptons sur ta bonne foi pour que quand tu vas perdre les élections, tu te retires, non, on va prendre le pouvoir. Il va le faire. Vous y croyez vraiment là? Non, attends, on rigole ou vous êtes sérieux? Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, les frères. Ça se passe pas. Et quelqu'un dit, Monsieur Morgan, le BIR est sous le contrôle de l'armée ou de la présidence? Comme non, le BIR, c'est un corps qui a été créé par le président à la base. C'est après le coup d'État de 84, il y a une volonté du vieux, et je crois qu'il était conseillé à l'époque par Mobutu, de diversifier ses canaux de sécurité. Et donc, il s'est tourné vers Israël, parce qu'il pensait qu'il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Je vous ai dit qu'on a un orfèvre à la tête du Cameroun. Malheureusement, son génie n'a pas été un génie de bâtisseur pour bâtir, non. C'est un génie pour la manœuvre politique, et manœuvre politique stérile, qui n'a rien apporté au fond, au gros des Camerounais. Ça a apporté à son pouvoir. Il s'est maintenu au pouvoir pendant toutes ces années, mais en réalité, ça a été... sans grand panache. La preuve, on en est là, quoi. Après 40 ans, vous voyez ce que Ouattara a fait, là en Côte d'Ivoire, en 10 ans, a transformé son pays. Voilà, donc ça veut dire que sinon on veut faire, la Côte d'Ivoire n'a pas plus de ressources que le Cameroun. On a plus de ressources, mais non, il y a quelqu'un qui dit, le peuple se laisse distraire, il avait tout Charles Pasqua créé l'affaire dans l'affaire, oh là 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 là, René Calvin, quel talent vous êtes, exactement, c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que ces gens, ils font la gouvernance par la confusion. Il y a une confusion permanente. Ça veut dire quoi? Vous avez un Morgan Palmer qui apparaît il y a 3 mois et qui commence à dire des choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, alors, à défaut d'avoir des affaires qu'on peut lui coller à ce Morgan Palmer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont faire quoi? Ils vont envahir les inbox des gens qu'ils ont repérés comme étant des spectateurs des lives de Morgan Palmer. Ils vont envahir leurs inbox via leurs contacts interposés, hein, pour répandre des rumeurs. Ah, ce type-là, tu le suis, est-ce que tu le connais même bien? Non, il y a telle ou telle autre chose et tout. Et donc, vous allez voir du jour au lendemain, vous tenez un discours qui est complètement dilué. Et dilué pourquoi? Parce que sans que vous ne le sachiez, je vous parle des méthodes que je connais. Je sais comment ils fonctionnent, ces gens-là. Donc, du jour au lendemain, quelqu'un qui était peut-être en train de vous montrer le chemin, eh ben, on va venir créer un phénomène de discrédit sur l'image, au point où vous allez... Et puis, ça va être quoi? Ça va être le défaitisme. Il dit, non, mais finalement, on va même compter sur qui dans ce pays? L'autre, là aussi, est venu derrière moi. Il a voulu faire son tour de magie. Et aujourd'hui, il est mis à nu et tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens se retrouvent dans un esprit de défaitisme. Donc, rien ne peut être fait. Bon, comme rien ne peut être fait, on fait quoi? Bon, on va faire comment? Regardons nos enfants grandir. Et là, les gars ont réussi leur coup. Donc, René Calvin, c'est exactement ça. On crée une affaire dans l'affaire, et puis il y a tellement d'affaires qu'à la fin, on ne sait même plus c'était quoi l'affaire de base. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui.
Et il faut que les Camerounais, mais vraiment mes chers frères et sœurs, je souhaite que vous compreniez que vous n'avez pas affaire à des enfants de cœur. C'est-à-dire, quand vous luttez contre les gens, renseignez-vous sur leur CV quand même. Il faut savoir c'est qui vous avez en face de vous. C'est des gens qui ont un vrai génie pour le mal. Ces satanistes-là, ils ont un vrai génie pour le mal, ils y travaillent. Moi, j'ai peur d'eux. Quand je vous dis j'ai peur d'eux, ça veut dire que avant d'ouvrir ma bouche, avant de dire un mot, si vous savez combien, ça m'a pris au moins une semaine de réflexion. Parce que j'anticipe tous les scénarios possibles. Parce qu'ils travaillent de cette manière. La présidence de la République, vous voyez là, je vous jure que tous les gars qui bossent là-dedans, si vous les prenez aujourd'hui, vous les reconditionnez, vous les mettez dans un autre système, vous serez étonné de voir les résultats qu'ils vont vous produire pour le Cameroun. Il y a beaucoup de brillants cerveaux là-bas avec eux. C'est pour ça que je vous disais souvent que, attention, sachons faire la part des choses. C'est-à-dire que moi, je suis pour qu'on reconstruise avec des personnes nouvelles, mais sans exclure certaines personnes qui étaient là avant, qui sont des gens de talent. Quand je regarde le nombre de talents que nous avons aujourd'hui en prison, vous connaissez Iya Mohamed, vous connaissez un manager d'entreprise qui a fait, en termes de résultats, mieux que lui avec la sauce de coton? Moi, je n'en connais pas. Alors, un bonhomme comme celui-là, il a vocation à aider le Cameroun. Il est peut-être en prison aujourd'hui, je ne sais quelle intrigue l'y a conduit, mais un type comme ça, il va falloir, toute humilité but, le moment venu, dire, bon voilà, vous avez payé votre dette à la société, maintenant on doit vous réhabiliter, vous pouvez être utile pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous connaissez Forjidam, le patron des chantiers navals du Cameroun, qui n'existait pas. Il a créé de toutes pièces, là, une après l'autre, de ses mains. Forjidam, il est dans une prison au Cameroun. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui reproche qu'il a fait, mais ce que je retiens, c'est que c'est grâce à lui qu'on parle de chantier naval au Cameroun. Avant, on importait les moindres techniciens, je sais pas moi, d'Indonésie, d'Asie, qui étaient payés 3 000 € la journée pour venir dépanner. Et lui, il est venu, il a créé un chantier naval, donc un pôle d'excellence au Cameroun. Ce type-là, il est en prison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui fait? C'est un talent. Il a vocation, lui, à être dans le Cameroun de demain. Donc, il y a beaucoup de gens, il y a des génies, même dans ce palais. Moi, je vous dis, ce que vous voyez là, en réalité, ce n'est que la face visible de l'iceberg. C'est la face visible. Il y a beaucoup de gars brillants qui travaillent dans le système, mais qui ont été conditionnés. Certains, je vous ai dit, c'est très violent. C'est très violent pour être coopté. Il faut passer par certaines choses. Et ça finit par travestir parfois la nature profonde des gens. Ils se disent, bon, habités par le défaitisme, parce que René Cavin disait, c'est-à-dire, bon, à l'absence de projection heureuse sur l'avenir, donc ils renoncent. Ils se disent, bon, voilà, bon, allez, je vais me faire mon petit beefsteak, ma famille et tout, les enfants, je vais les envoyer à Harvard. Si je peux, bon, c'est eux qui sont là, on fait comment on va rester? On va rester tranquille. Il y a quelqu'un qui vient de dire, avec 500 millions d'euros, on peut avoir des élections compétitives au Cameroun. Est-ce que les Camerounais sont prêts à contribuer? Non, la problématique, mon frère, la problématique n'est pas celle-là. C'est les élections avec qui? C'est les élections avec qui? Avec quel système? Avec le système actuel, là, vous ne pouvez pas gagner. Je vous le dis, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Ces gens-là, ils organisent souvent, ils ont toujours un coup d'avance. Là où vous allez aller pleurer, là, ils ont déjà payé les gens là-bas. Dès que vous arrivez là-bas pour pleurer, les gens ils font la sourde oreille. Déjà, oui, mais il n'y a jamais eu une participation comme celle-là. Regardez, on a les chiffres. Et tout. Alors qu'eux, ils savent la vérité. Mais ils ont été huilés. Donc, avec les 500 millions dont vous parlez, ben, amenez-les, moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller payer les mêmes réseaux où eux, ils payent là-bas pour leur dire, bon, écoutez, les mecs, restez juste neutres, ne vous mêlez pas de l'affaire, et puis nous, on va agir. Ça veut dire quoi? Vos journalistes seront libres et pourront relier, dire ce qui se passe. Mais si vous pensez que c'est juste une histoire que vous avez venu... Non. Vous savez qu'il y a des gens dans le monde qui ont des intérêts au Cameroun. Et qui ont même plus d'intérêts au Cameroun que certains Camerounais. Donc ces gens-là, c'est eux que vous devez avoir qu'on doit avoir comme partenaire. C'est pas au niveau camerounais. Parce que déjà, les gens chez nous n'ont pas de conviction. C'est-à-dire qu'on va s'organiser là et tout. C'est les mêmes avec qui vous avez parlé à 10 h pour dire qu'on va faire tel coup à 11 h. C'est eux qui, pour un beignet qu'on leur donne, vont aller dire que oui, ce Morgan Palmer nous a dit tel ou tel. C'est pour ça que j'ai dit que moi, personnellement, j'ai une confiance très très modérée aux Camerounais. Parce que je ne compte pas sur les Camerounais pour qu'on s'en sorte. Je me dis, bon, ils pourront intégrer une dynamique, mais c'est pas eux. Parce que c'est des gens qui sont fragilisés, il faut les comprendre. C'est pas une façon de faire insulte à mes frères. On est tous des frères, mais c'est qui sont fragilisés par le système.
Alors, les Camerounais tremblent devant les 3 lettres dire, pourtant ce corps n'est pas plus puissant. Mais bien sûr qu'il n'est pas plus puissant que l'armée régulière, bien sûr. Ça mange de pain. Ça coule de source, là, c'est la palissade, mon cher Issola. Bien sûr qu'ils sont pas... C'est juste que, je vous ai dit, le phénomène d'émasculation de notre leadership au Cameroun, qui fait que, bon, on a beaucoup d'hommes, apparemment, mais qui en réalité... n'ont plus toute l'énergie, hein, parce que c'est important l'énergie. Ils n'ont plus toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir porter certaines causes. Ils ont été dépossédés de leur substance, qui fait d'eux des gens qui peuvent réagir à un moment donné et qui peuvent porter. En ça, le système a été très très performant, hein, dans la castration des volontés. Alors, Camgré Raymond me dit, que pensez-vous du politicien Maurice Kamto? Est-il l'homme de la situation en 2025 ou pas? Alors, Maurice Kamto, c'est un politicien, je parlais un tout petit peu de lui. Je retiens quoi? Le MRC. Moi, j'aime bien parler des partis. Je ne suis pas un type qui focalise sur les hommes. Moi, je crois plus à la puissance des systèmes qui sont mis en place. Parce que les hommes, ils peuvent être variables. Un homme peut être... comme on dit, l'homme est divers et ondoyant. Un homme peut être bon aujourd'hui et pas bon demain. Donc moi, j'aime bien les systèmes. Le MRC, c'est un parti qui a été créé en 2013. 5 ans plus tard, il se présente à une élection présidentielle. Il devient deuxième. Il est deuxième de la présidentielle. Après 5 ans d'existence. C'est une prestation, mais c'est une performance, mais assez rare. Le seul problème du MRC, c'est pour ça que j'ai voulu parler tout à l'heure à mes frères. Faites très attention. On ne fait pas la politique avec les organes. Hein. La politique, il faut être froid. Il faut être froid. Vraiment, tous les organes que je vous vois avoir, allez me laisser ça dans les greniers à l'ouest et vous revenez. Vous, comment des businessmen, est-ce qu'il y a des organes dans le business? Des businessmen, des gens qui ont créé des fortunes depuis X temps et tout, malgré un contexte d'adversité. Parce que je l'ai dit, l'entrée des Chinois au Cameroun, qu'est-ce qui a favorisé cela et tout? Mais malgré cela, quand même, les gars se battent toujours, ils sont là, ils assurent. Alors, comment des gens qui ont pu faire le business à ce niveau-là amènent des organes? En politique, il n'y a pas d'organes. En politique, on est dans le calcul froid. Donc, le MRC arrive deuxième à la présidentielle. Pour moi, c'est la plus grosse performance politique qu'on a eu ces derniers temps. Pour un parti qui n'a que 5 ans d'existence, devant l'UPC, l'UDC, tous les vieux partis traditionnels qui étaient là, le SDF même et tout. Alors, ils font ça. On s'attend à ce que les CES soient transformés en imposant au moins une cohabitation lors les locales à venir. Les locales arrivent, formidable mobilisation. Je vous jure que si le MRC avait participé à cette élection de proximité-là, on aurait eu, à défaut d'avoir une cohabitation à l'Assemblée, on aurait eu un groupe, comment on appelle, un groupe parlementaire fort au niveau de l'Assemblée. Bon, ils ne participent pas. Pour moi, c'était une erreur. Je ne sais pas qu'est-ce qui a présidé à cela et tout. Mais je pense qu'à l'époque, ce qui avait été évoqué, c'était que le code électoral, tant qu'il ne change pas, et tout, un truc dans le genre. Bon, pour moi, c'est une formidable machine de guerre, le MRC. C'est une formidable machine de guerre et à laquelle il manque juste des stratèges. Parce que s'il y a une force politique aujourd'hui qui peut être redoutée par les gens, par le président Biya, je ne vais même pas parler du système, parce que pour moi, les autres ne comptent pas, c'est le président Biya. S'il y a une force politique qui peut être redoutée aujourd'hui au Cameroun par le président Biya, c'est Eliba Mileke. Ça, je vous le dis, il faut que vous ayez conscience de cela. C'est pour ça que quand je vous vois gaspiller l'énergie, aller à gauche, à droite dans des trucs inutiles, alors que vous avez tout ce qu'il faut, et c'est parce que vous avez tout ce qu'il faut que vous faites peur, et tout, c'est les seuls aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, le MRC, c'est un parti qui sait se mobiliser, qui sait se solidariser, qui a la capacité de décider des moyens, et puis de mettre ces moyens sur la table pour agir. Maintenant, moi je pense que la faiblesse du MRC, c'est au niveau de la stratégie. Oui, parce que comment voulez-vous qu'une machine comme celle-là, aujourd'hui, repose sur un seul ressort? Ça veut dire quoi? Nous, on est le camp d'en face. Imaginez que moi, je travaille pour les gens d'en face et tout. Je sais que, d'accord, toute leur stratégie est construite sur un personnage, mais je lui crée des emmerdes au personnage pour le discréditer. Comme vous avez mis tout votre œuf sur un seul panier, mais ce panier s'écroule. Il n'y a pas d'autre profil. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là, à l'Ouest? Que si aujourd'hui le professeur Maurice Kamto, qui est un homme brillant, ne peut plus, donc le parti disparaît? Non. Aujourd'hui, vous devez faire ce que moi je vois les Juifs faire. Les Juifs qui sont partout. Vous avez de produire beaucoup de leaders
en se disant, bon, lui, ça peut être le plan A, plan B, en cas de... Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, mais inspirez-vous de ce qui se passe des autres. Hein? Sonko, on l'a bridé, ils ont vu venir le coup avant. Il a dit, bon, allez, si je suis bridé, qui est-ce que je peux mettre? Je vais mettre quelqu'un d'autre en avant et tout. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Vous n'êtes pas un syndicat. Un parti politique n'est pas un syndicat. La vocation d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Et conquérir le pouvoir en utilisant tous les moyens fins qui peuvent être à leur disposition. Et donc, ça déjà, il faut vous débarrasser de l'histoire des organes, parce que vous devez convaincre. Et si chaque personne qui va venir émettre un avis sur votre parti, donner un conseil et tout, est tout de suite agressée, mais la politique, c'est l'addition. La politique, c'est pas la soustraction. Il faut que chaque personne que vous rencontrez tous les jours soit quelqu'un, un électeur potentiel pour vous. Mais si ça doit être une affaire que non, non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Est-ce que vous entendez les juifs dire non, c'est l'union veut être entre nous? Non, mais ils le font, mais de manière souterraine. Donc pour moi, c'est une formidable machine de guerre, mais qui est sous-exploitée. Pour moi, elle est sous-exploitée. Je suis pas, sans vouloir, c'est pas mon projet et tout, mais vous me donnez une telle machine de guerre. Moi, je parle du système, hein. Moi, je parle pas des hommes. Vous donnez un tel truc, non, je prends n'importe quel pays. N'importe quel pays. Donc, il faut revoir ce truc-là. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être, beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Mais il faut être inclusif. Il faut pas être exclusif. Faut pas, le Cameroun d'aujourd'hui, c'est un pays qui ne pourra pas se construire avec certains contre les autres. Pour construire le Cameroun de demain, il va falloir qu'on soit tous ensemble. Voilà. Donc, il faut éviter les dynamiques qui sont vues comme étant des dynamiques qui rassemblent que quelques-uns contre les autres. Non, ça marche pas. Il faut pas le quelques-uns contre les autres. Mais regardez ce qui se passe. Le RDPC, il domine pourquoi? Ils ont mis Niat, ils ont mis Cavaille, ils ont mis Dia, et on a le fameux triangle équilatéral du professeur Charles, c'était Lep, le professeur Lep. Bon. Il faut réfléchir comme ça. Il faut réfléchir. Moi, j'ai rencontré Mamadou Mota, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, le numéro 2 du MRC. J'ai eu des échanges réguliers avec lui en prison quand il y séjournait en 2019. Et j'ai vu en lui quelqu'un qui portait quelque chose, quoi. Hein? Mettez d'autres profils en avant. La preuve, la plus grosse réussite du MRC a été de faire émerger ce qu'on ne voyait pas forcément dans les autres partis, toute une série de talents. Hein? On a vu les jeunes venir apparaître sur la scène médiatique, qui sont venus, qui ont commencé à porter le discours, et ça a créé de l'adhésion, une adhésion massive. Il faut poursuivre dans ce chemin et éviter d'être vus comme des gens qui, en réalité, portent un projet communautaire, mais qui veulent imposer à l'ensemble d'une nation. Non, vous n'avez pas besoin de faire ça. La politique, c'est pas, on n'est pas, non, tout le monde, vous agrégez, inclusif. Et donc, éviter de faire des recoupements. Moi, parfois, ici, je parle. Moi, je dis des choses qui peuvent même être profitables. C'est des conseils gratuits. Vous savez, moi, mon métier, c'est consultant. Donc, je suis payé pour donner des conseils. Donc, quand je donne un conseil qui est gratuit et que derrière, je me fais insulter, juste parce que j'ai quelqu'un qui n'a pas compris où est-ce que je veux aller, alors qu'il aurait pu m'interpeller, même en off, pour me dire, bon, il y a telle chose, vous avez dit, qu'est-ce que vous entendez par là, qu'est-ce que vous vouliez? Et puis, on s'estime, bon. Vous voyez, bon, moi j'ai de la bouteille, hein, moi je suis plus au niveau des organes, donc vous pouvez m'insulter jusqu'à demain, ça va pas me faire changer d'avis, mais il y a des choses à faire en fait. Alors quelqu'un dit, comme Raymond, avec un peu de courage et de détermination, Cabral peut faire la différence. Pourquoi faites-vous une fixation sur la personne? Non, moi je fais pas de fixation, je vous disais justement que moi je m'intéresse beaucoup plus au système, pas aux hommes. Parce que c'est la puissance des systèmes qui peut garantir la pérennité. Les hommes sont fragiles. Ils ont leur lot de contingences. Quelqu'un peut être bon aujourd'hui, demain il est fragilisé par d'autres problèmes. Et donc si tout le système se construit autour de la personne, eh ben ça s'écroule. Donc moi je ne crois pas du tout aux constructions comme celle-là. Je pense que construire le système est plus fort que l'homme. Vous devez être capable à tout moment de nous sortir du chapeau un bonhomme et le mettre là, comme ça s'est passé au Sénégal, et les gens votent. C'est le système, la puissance du système qui a fait qu'aujourd'hui, on a un président, quelqu'un qui, il était à des années-lumière lui-même d'imaginer qu'il peut être président un jour. C'est parce que le système était plus puissant. Ne construisez pas autour d'une personne, construisez autour d'un système. Et puis la personne est ce qu'on appelle une variable d'ajustement. Donc ça peut être lui, comme vous pouvez sortir n'importe quelle personne sous le chapeau, et puis la mayonnaise prend toujours en fait. C'est ce que j'essaie de dire. Alors que pensez-vous du politicien Cabral? C'est un formidable tribun, hein?
Hein, il porte bien le verbe. En tout cas, alors Cabral Libye, c'est un politicien qui a été... C'est quelqu'un de... Comment dire, il n'y a pas un autre profil comme ça dans l'histoire de la politique du Cameroun. Je m'explique. C'est pas un bonhomme qui est arrivé un jour et qui a dit « je veux devenir politicien ». C'est un bonhomme qui participait à des émissions à la télévision, il portait bien le verbe et tout. Et les gens, il a été l'objet d'un plébiscite. C'est-à-dire que c'est un plébiscite populaire qui a fait de lui un homme politique. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est pour ça que quand j'entends dire, oui, les Bami, ils n'aiment pas d'autres gens. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ceux qui ont porté Cabral pour transformer l'homme médiatique en homme politique, ce sont les Bamileke. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Et tout. Donc, pour revenir sur la personne de Cabral Libye, c'est quelqu'un qui porte bien le verbe, hein, bonne énergie, hein, en tout cas au début, et je pense qu'il aurait quand même gagné à consolider les structures avec lesquelles il s'est construit au départ. Parce que vous voyez, un grand homme politique, on l'évalue aussi à sa capacité aux loyautés, aux fidélités. J'observe qu'il y a beaucoup de gens qui étaient avec lui au début, quand il commençait, et qui sont plus là. Or, je l'ai dit, c'est quoi le but de la politique? La politique, c'est les additions, c'est pas les soustractions. C'est-à-dire que tu as déjà une famille, un socle, celui qui te porte. Si ce socle qui te porte, au socle qui te porte, tu dois additionner de nouvelles personnes qui viennent. Mais c'est pas des nouvelles personnes qui viennent, d'autres s'en vont, c'est pas bon. Donc, il faut qu'il travaille déjà à créer de la constance. Je vois que c'est quelqu'un qui a bénéficié de beaucoup de grâce dans un pays comme le Cameroun. C'est-à-dire que c'est les Camerounais qui sont levés, qui ont dit, bon, ce gars-là, il va être notre Macron. Hein, bon, c'est peut-être un peu abusé. J'aime pas trop ça, ces comparaisons, mais il va être un homme politique sur lequel on va... Donc, il a été fabriqué de toutes pièces par les Camerounais. Bon, est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, on est sur les mêmes taux d'engouement? Pourquoi cet engouement a été perdu? Il va falloir répondre à ça. Mais à la base, je pense qu'il a un très très grand potentiel. Il avait un grand potentiel hein, d'être quelqu'un qui a pu mettre tous les Camerounais d'accord comme ça. Il n'y avait pas de problème de tribalisme là, vous voyez? C'est des gens d'ailleurs qui sont venus, qui l'ont plébiscité, et puis il a intéressé tous les Camerounais. Il a agrégé, et puis voilà. Mais voilà, c'est bon profil politique, je pense. Hein. Alors voilà, il y a Solange Guénin qui dit voilà, j'avais cotisé pour 110 millions de machins là. Non, Solange, ne soyez pas dur. Vous savez, le pays qui s'appelle Cameroun, c'est un pays très compliqué. Il y a trop de pression en interne. Trop de pression. Parce que, et vous savez, on n'est pas propre. Hein. Chaque être humain a sa part de cadavres dans les placards. Donc parfois, vous êtes rattrapé par des cadavres que vous-même vous avez oubliés et vous pouvez vous retrouver l'objet de chantage qui vous font virer votre cutie. C'est des choses qui arrivent. Soyez pas dur. Dites-vous qu'on est dans un phénomène, dans un mouvement d'apprentissage politique. Alors, qui me dit là? C'est vous, le Camto ne sera jamais. Pourquoi il serait jamais un président? Tous les Camerounais ont le droit d'aspirer à la présidence et de le devenir si l'ensemble de leurs concitoyens estiment que ils ont le talent et ils peuvent porter des aspirations collectives. Non, moi je suis pas pour le tel ne peut pas être président. Pourquoi il va pas être président? Non, Camto, comme un autre, a le droit d'être président du Cameroun. Et dans son cas, on a vu qu'il a déjà fait un essai, et l'essai n'était pas mal. Arrivé deuxième, après 5 ans d'existence seulement comme parti politique, même si je considère quand même, pour être tout à fait honnête, qu'on est dans un pays aujourd'hui où tout est un peu sous contrôle. Quoi. Vous voyez un peu, le pouvoir décide de qui doit être là, qui ne doit pas être là. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui dit, j'ai contribué aussi à vous porter en son temps lorsque vous avez votre émission Magic FM. J'attends toujours mon café. Ah oui, ben Raymond, je sais que c'est une boutade, Raymond, je le connais depuis 25 ans. Aujourd'hui, un peu plus ou un peu moins. Raymond, c'était un de mes auditeurs à l'époque qui était très très fidèle. Raymond Kamga, c'est son vrai nom, et justement je garde un très très bon souvenir. C'est pour ça que je ne crois pas à l'histoire de tribalisme dont les gens parlent. C'est ceux qui ne connaissent pas. Vous savez, ils ne savent pas quels sont les liens que les uns ont avec les autres. Ah d'accord, la réponse ne m'était pas adressée à Issatou. D'accord, j'ai bien compris. Bon, comme toi arrivé deuxième où il a gagné, bon, c'est ce que les résultats officiels ont dit. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut contrôler la machine qui décide, qui donne les résultats.
Si vous ne contrôlez pas cette machine qui donne les résultats, faites tout ce que vous voulez. Soyez 500 000 nouveaux électeurs dans les listes. Bon, si en fin de journée, la machine qui dit qui a gagné est une machine contrôlée par le camp adverse, mais ça ne sert à rien. Donc, si vous devrez aller sur les rues, donc insurrection populaire pour défendre ce vote, peut-être le faire par anticipation pour que la machine à trancher soit déjà une machine sincère. Alors, quelqu'un dit, si le MRC avait participé aux élections, je vous jure que ce parti n'existerait pas aujourd'hui. Comment expliquez-vous cette décision? Elle fait si mal au régime en place. Non, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Moi, je pense que aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition au Cameroun, dans le sens que, vous voyez, il y a une absence de débat démocratique à l'Assemblée nationale. Parce que, dès que vous sortez de M. Liby, qui de temps en temps essaye quelques saillies, il y a qui? Et je pense que d'ailleurs, en termes de compagnons de lutte à l'Assemblée, j'ai vu, il y a une jeune dame dans son parti, je crois que c'est sa porte-parole, je n'ai pas compris que des fortes têtes comme celle-là ne soient pas parmi les gens qui étaient investis par son parti pour devenir députés, parce que notre Assemblée nationale a besoin d'être animée, quoi. On a plein de pépés qui boivent du bilibili avant de venir aux sessions, à l'Assemblée, du coup, le débat est endormi, quoi. On aurait quand même besoin d'avoir des gens qui ont un certain panache pour pouvoir animer le débat. Une fois de plus, je vous dis, moi, je ne crois pas du tout aux organisations qui reposent sur les hommes. Je crois sur un homme. Je crois aux organisations qui reposent sur un système. Regardez quand Sarkozy était président en France. Vous aviez Rachida Dati, Ramayad, Jean-François Copé, Xavier Bertrand. Ces gars pouvaient vous tenir en haleine des plateaux de télé, de radio sur une journée. Et c'était des talents à tout le temps. Ça sortait comme ça du chapeau et c'est beau de cette manière. Il ne faut pas vouloir être seul à exister alors qu'il y a d'autres talents. Non, il ne faut pas exister beaucoup de talents. Il faut avoir un problème, même un problème de santé. Et alors, est-ce que parce que vous avez un problème de santé, toute la machine doit s'arrêter? Donc il faut fabriquer des talents, quoi. Il faut mettre des gens en avant en fonction des capacités qu'ils ont. Et puis ça va permettre que tout le monde... Oui, mais voilà, monsieur Ebongue, Biya ne perdra jamais le pouvoir par les... Mais c'est clair qu'il ne perdra pas le pouvoir par les urnes. Sauf si ce sont des élections qui ont respecté toutes les conditionnalités auparavant. Hein? Ouais, c'est vrai, Diana. C'est une utopie de croire qu'on peut gagner aux urnes. Non. Moi, je pense que c'est compliqué. Ça va être très, très compliqué. Moi, ce que je suis en train de voir, c'est que, bon... Il recule, hein, j'en profite pour vous donner les dernières nouvelles. Bon, aujourd'hui, on a tapé un peu trop fort en plein cœur d'un truc. Ils s'attendaient pas à ce que aujourd'hui tout le monde soit au courant de ce qui est en préparation. Donc, ils peuvent être tentés de nous refaire le coup du vieux candidat en 2025 pour continuer à faire la gouvernance en back-off. Ça, c'est ce qui se prépare, mais ça aussi, il va falloir qu'on puisse le dire. Le vieux doit pouvoir nous montrer qu'il a toutes les capacités de pouvoir gérer un pays. Moi, je n'y crois pas. Hein? Et papa, tu as fait ce que tu pouvais faire. 50 ans de vie publique, c'est trop. Il faut que tu te reposes. Hein? C'est normal de se reposer. Donc, ça aussi, ce sera même un problème. Nous présenter le président Biya en 2025 comme candidat. Moi, personnellement, je serais opposé à ça. Ouais, parce que je pense que... qu'est-ce qu'il va faire les 7 prochaines années qu'il n'a pas pu faire en 42 ans? Dites-moi. C'est quoi qu'il va faire? Au moment où il n'a plus de vigueur, c'est-à-dire qu'il est arrivé au pouvoir en 1982, il était plein de vigueur, de panache et tout. Il était la personne qui exécutait les projets d'Aïdjo. Bon, pourquoi il n'a pas poursuivi les choses? Et c'est maintenant en 2025 qu'il va faire quoi? Donc là, on est dans le pouvoir pour le pouvoir, les gens qui veulent être là. Ça nous apporte rien, ça. Vous dites que vous êtes un consultant, mais je ne comprends pas comment vous pouvez comparer une dictature à une démocratie. J'ai comparé quelle dictature à une démocratie? Pierre, précisez, s'il vous plaît, que je comprenne très bien. Parce que je n'ai pas compris votre question. Alors, le leader du MRC est le politicien le plus engagé du Cameroun actuellement. J'attends les autres. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, j'attends des autres le même engagement, ou alors plus... bon, et c'est Eric, c'est votre point de vue, hein, il est respecté, je respecte.
Alors, bon, on va devoir se quitter. Je sais pas combien de temps on a mis là, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'on a mis un peu de temps, un paquet de temps. J'ai beaucoup aimé avoir cette conversation avec vous. Encore une fois de plus, on n'est pas donneur de leçons, on essaie juste de partager l'expérience qui est la nôtre avec nos frères, parce que je pense que il faut qu'on apprenne à se parler de manière sincère entre frères et sans forcément s'insulter, parce que bon voilà, ça n'apporte rien de s'insulter. On est comment dire ça, on a une collectivité de destin aujourd'hui, et je vous ai dit, oubliez cette histoire de tribus, machin, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est quand vous allez dans le sud profond et que vous trouvez au fin fond d'un village comme Van Bisson ou Mezese, vous trouvez qu'un champ de cacao est tenu par un père qui est parti de Bafou il y a, je sais pas moi, 40 ans, il a toujours été là-bas. Vous arrivez, vous commencez à lui parler en boulou, en mal de Bamileke, et puis il vous répond en boulot posément, sans que vous sachiez à qui vous parlez. Ça n'a pas de place au Cameroun, ce truc-là. Ça, c'était c'est des choses pour les gens qui ne comprennent rien de l'histoire de notre pays. Hein. Il n'y a jamais eu... Nos ancêtres n'étaient pas dans ça, alors c'est pas à nous. Si on veut s'inspirer d'eux, c'est pas à nous d'amener ça dans le débat politique au Cameroun. Donc, merci beaucoup, mes frères et sœurs camerounais. On va se quitter en se disant notre rituel, hein, notre phase ritualiste, il va faire beau au Cameroun. Hoha. Et c'est bientôt, très bientôt. À très vite. Thank you.